Bonjour, bienvenue dans Sommet. Aujourd'hui, on reçoit Pierre-Edouard Bellemare, capitaine de l'équipe de France de hockey sur glace, recordman français du nombre de matchs joués en NHL et qui s'apprête à vivre son rêve olympique en février prochain avec l'équipe de France à Milan-Cortina. Pierre-Edouard est en ce moment à Épinal avec l'équipe de France de hockey sur glace dans le cadre d'un stage de préparation pour les prochains JO. J'ai toujours été un peu un enfant qui aimait les choses un peu différentes. Ok, Donc si tout le monde voulait jouer au foot, moi j'avais pas trop envie. d'accord. Tout le monde se foutait de moi. Il y avait 4 ou 5 mots pour dire Frankrike, Franzosen, Franzmannen. Et je les entendais à toutes les sauces. Puis là, je suis détesté. Parce qu'il n'y avait jamais eu un Français qui avait réussi à faire sa place. Et j'ai commencé à venir tous les jours avec un sourire, à m'entraîner plus que les autres. Quand on me donnait de la merde, je la mangeais. Le surnom du coach, c'était fucking French guy. C'était mon surnom. Donc ça me rendait fou. Il n'y a aucune équipe dans l'histoire du hockey qui a gagné une coupe sans avoir la moitié de l'équipe blessée. Donc, tu es capitaine de l'équipe de France de hockey sur glace, tu as 40 ans, tu as quasiment 800 matchs de NHL au compteur, donc juste parce qu'on a un public qui est assez grand public et pas forcément amateur de hockey, donc il se peut que à 2-3 reprises j'explique certaines choses. Bien sûr. La NHL, c'est le championnat de hockey nord-américain. C'est en gros le meilleur championnat du monde, l'équivalent de la NBA par exemple pour le basket. Et depuis 2 saisons, tu joues dans le championnat suisse à Joie. Oui. Alors dans Sommet, on reçoit celles et ceux qui font le département des Vosges ou qui font l'actualité du département des Vosges. Et en l'occurrence là, l'actualité du département, c'est entre autres la présence de l'équipe de France de hockey sur glace en stage de préparation toute la semaine à Épinal pour préparer donc l'échéance des Jeux Olympiques de 2026 à Milan-Cortina. Par rapport à ça, je souhaitais vraiment te remercier très chaleureusement d'avoir accepté de venir ici. Tu as un emploi du temps de dingue et franchement, c'est vraiment super sympa que tu sois venu. Et je pense qu'on peut dire que si tu n'avais pas eu la volonté vraiment de faire ce podcast, il aurait sauté assez facilement. Ça aurait été facile de l'enlever. Ouais. Donc merci encore pour ça, c'est vraiment super. Grand plaisir. Dans Sommet, on s'intéresse effectivement à l'actualité des personnes qu'on reçoit, mais on s'intéresse aussi, surtout, à leur parcours. L'idée, c'est vraiment de montrer les succès, les doutes, les échecs, la vie, en fait. Ce qui fait qu'effectivement, pour montrer que la voie de la réussite, c'est rarement linéaire et que ça passe par beaucoup de détours aussi. Et de ce point de vue-là, je pense que ton parcours est assez intéressant, complet, assez complet, voilà. Donc on va reprendre avec toi ton parcours si tu veux bien. Tes débuts, c'est dans le sud de la France? Sud de la France, à Montpellier, techniquement, à l'âge de 6 ans et demi à peu près. Ok. Pas spécialement une coïncidence à ce moment-là de commencer le hockey. J'ai toujours été un peu un enfant qui aimait les choses un peu différentes. Ok. Donc si tout le monde voulait jouer au foot, moi j'avais pas trop envie. D'accord. J'aimais pas courir. Et puis en fait, à ce moment-là, il y avait encore une image paternelle dans la famille et une certaine situation financière, même avant, qui permettait à ma grande sœur d'un peu pouvoir... Elle a 7 ans de plus que moi. D'accord. Puis j'ai un grand frère qui a 4 ans de plus que moi, une petite sœur qui a 4 ans de moins que moi et une dernière petite sœur qui a 8 ans de moins que moi. Et du coup, en fait, ma grande sœur, à ce moment-là, il y avait... Elle a, même avant ma naissance, et puis après j'ai grandi très jeune, elle a pu un peu décider ce qu'elle voulait faire comme sport. Donc elle a eu des sports un peu extravagants, qui coûtaient un peu plus cher, et puis à ce moment-là, c'était encore possible. Puis après, il y a eu une situation familiale qui fait que le papa n'a plus voulu revenir. D'accord. Puis maman s'est retrouvée tout seule avec les 5 enfants. Ok. Et à ce moment-là, ma grande sœur, elle a eu une envie d'essayer le hockey sur glace. Et puis, c'était pas du tout les moyens de la famille de pouvoir avoir plus qu'un enfant qui allait faire ça. Donc, mais nous, on voulait que mon frère essaye. Et puis, mon frère et moi, on a un peu saoulé notre maman. On lui a dit non, on veut essayer. Puis elle a dit, écoutez, on peut aller faire la séance publique. Et donc, ma sœur, elle a commencé le hockey, mais mon frère et moi, on a fait une séance publique. Et puis, en fait, dès la première fois où on monte sur la glace, on n'a jamais touché à la balustrade. C'était tout de suite à se patiner derrière, à faire la course pour essayer de s'attraper. Et il y a un monsieur qui est venu, qui est un entraîneur de patinage artistique / hockey sur glace, qui a demandé à ma maman ça faisait combien de temps qu'on patinait. Parce que bon, à Montpellier, avoir des enfants qui arrivent à patiner, c'est quand même pas cru de normal. J'imagine, ouais. À notre âge, donc moi 6 ans et demi, puis mon frère 10 ans et demi en fait. Et maman lui a dit c'est la première fois. Donc il lui a demandé est-ce que vous pouvez les emmener le mardi prochain ou le mercredi prochain. Puis on s'est retrouvés une semaine plus tard avec mon frère et moi tous les deux sur une demi-glace à Montpellier, l'ancienne patinoire qui était pourrie de chez pourrie, à faire des exercices pendant plus ou moins 1 heure. Moi j'étais sur les fesses tout le temps.
Ok. C'était génial. T'as Je me adoré. suis amusé et à la fin de ce moment où c'était juste mon frère, moi et puis cet entraîneur sur la glace, avec personne, juste sur la moitié de la glace, lui il a dit à ma maman, le hockey sur glace ou le patinage artistique, un des deux. Vraiment, vos deux enfants, ils ont quelque chose de spécial. Mm. Puis j'ai patiné depuis. Ok. Et c'est comme ça Parce- que j'ai commencé. Donc ça n'avait rien à voir. Et puis après, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui, malgré les problèmes financiers qu'on avait, elle nous a toujours fait comprendre que si vous voulez jouer au hockey, on va essayer, on n'a pas les moyens. Par contre, vous allez vous amuser, mais c'est du 120%. Ouais, Parce que ok. si c'est pour y aller et puis faire n'importe quoi Faites-le ou bien, être quoi. feignant, Ouais, ouais. on peut mettre à manger sur la table à la place. Parce qu'on avait des problèmes au point où les fins des mois, c'était vraiment très Ok, difficile de ouais. nourrir les 5 enfants. Donc, et ça a tout de suite mis cet esprit avec mon frère où quand on est sur la glace, on s'entendait plus on en voulait plus que les autres tout de suite parce que on comprenait que c'était un sacrifice de la part de notre maman de réussir à nous mettre sur la glace. Ouais, c'était pas juste un jeu, quoi. Et puis très vite, elle a décidé que Montpellier il n'y avait pas assez de concurrence pour nous. Du coup, il fallait qu'on aille autre part. Donc, on est allé à Nîmes. D'accord. Où là, nous, on vivait toujours à Montpellier. Hein. Donc, il y avait les 50 km, Ouais. 51 techniquement à l'époque. Et puis après 2 ans à Nîmes, elle a décidé c'est pas assez bon pour vous. Il faut que vous ayez plus de challenge, que ce soit plus difficile. Du coup, elle faisait des trajets une fois par semaine pour aller à Avignon, pour mon frère et puis pour moi. Toujours depuis Montpellier. Depuis Montpellier, donc là, je crois que c'était 120, je crois, Ouais, à ce moment-là. ça commence à faire. Et puis au bout de ces 2 ans-là, moi, je me suis retrouvé. Mon frère avait un tournoi à Tisparay, à Paris. Ok. Et moi, j'avais un tournoi aussi. Et en fait, il y avait les dirigeants à l'époque, les Portanel, qui sont des grands dirigeants du hockey français à ce moment-là, de Viry-Châtillon, qui sont venus voir le tournoi de mon frère et qui ont dit à ma maman, écoutez, nous, on aimerait bien que votre fils vienne faire des essais chez nous. Et puis moi, ma maman leur a dit, si vous aimez le grand, il y a le petit qui va arriver et puis vous allez être étonnés. Puis du coup, on a fait les tests avec mon frère et en fait, ça a coïncidé au moment où nous, niveau financier, il fallait plus ou moins qu'on fuit parce qu'on avait les huissiers. C'était vraiment des gros problèmes et puis on ne pouvait plus se permettre de vivre et il fallait qu'on retourne avec le papa en fait. Et du coup, on est revenu, c'est la coïncidence avec le moment était parfait parce qu'à ce moment-là, nous, on devait partir de Montpellier, du sud de la France. Moi, c'était limite obligation. Et puis en fait, maman et papa ont décidé de réessayer. Et puis c'est là où nous, avec le hockey, on est arrivé à Viry, à Paris. Puis j'ai fait 5 ans à Paris. Ok, à Viry-Châtillon. À Viry-Châtillon. Ouais. Entre-temps, la famille, ça a explosé comme c'était sûr que ça allait se passer. Et puis ça m'a permis à ce moment-là que maman me dise, écoute, moi, c'est bien Viry, mais qu'est-ce que tu veux faire moi. Puis il y avait Rouen c'était une des places fortes du hockey français. Ouais. Et puis moi, je me suis dit pourquoi pas. Et puis je suis allé faire des tests à Rouen. Puis j'ai été accepté à Rouen. Et puis j'ai fait mes 5 ans à Rouen. Mais Rouen, ça a été assez clair dans un sens où ils m'ont dit écoute, à l'époque, c'était le papa de Luc Tardif, donc le grand Luc Tardif. Et Peter Almassi qui m'ont dit très clairement, c'était comme un plan, tu as 16 ans, l'année prochaine à 17, tu peux jouer en pro. Si tu fais les choses de la bonne façon, tu peux te retrouver à jouer pro tout de suite. Et puis plus ou moins le plan qu'ils ont établi devant mes yeux, moi je l'ai plus ou moins suivi, j'ai été sérieux, hein, mais je l'ai suivi. Oui. Et puis au bout de 5 ans... Avec l'intérêt aussi, pardon, je te coupe, de gagner assez rapidement ta vie, parce que j'imagine que ça doit aussi être un critère, non? Non, parce que moi ma maman m'a toujours dit, si tu te casses la jambe demain, tu fais quoi? Ouais. Donc malgré la haine que j'avais contre l'école, le système scolaire français qui n'était pas du tout adapté avec le sport, à part si tu étais footeux, si tu es un autre sport, plus ou moins, maman m'a toujours fait comprendre, écoute, tu as 1 an d'avance à l'école, on va garder ton année d'avance jusqu'au bac, comme ça au moins, à ce moment-là, c'est sûr, tu feras quelque chose et tu ne pourras pas être à l'école tout le temps et tu vas réutiliser ton année d'avance pour refaire le bac, avoir ton bac. Puis après, tu décides ce que tu veux faire. Et grâce à ça, j'ai eu toujours une mentalité où je me suis dit l'école c'est quand même important. Et puis à 21 ans, j'ai eu la chance de choper un contrat d'essai à Alexandre en Suède.
Oui, alors, pardon, c'était justement, je voulais revenir là-dessus. Alexandre en Suède, donc tu es à Rouen, Je suis à Rouen, je gagne 2 2 Coupes de coupes. France et une Ligue Magnus. Alors, la Ligue Magnus, nouvelle J'en ai gagné 2, je crois, les Ah, pardon, Magnus. j'en ai oublié une, excuse-moi. Ouais. Je suis même pas sûr d'avoir gagné 2 coupes de France. C'est peut-être 2 Magnus, une coupe. Ok, Ouais. ok. Moi, Je vais être honnête, bon, après, je me rappelle pas trop. je peux. Ça fait il y a longtemps. Ok, mais du coup, j'irai Ouais, modifier ouais, la page Wikipédia pas de parce problème. qu'ils sont Non, plantés. non, mais j'en suis pas sûr. Donc déjà la Ligue Magnus, une petite explication sur la Ligue Magnus, c'est le nom en fait du titre de champion de France d'élite de hockey Ouais. sur glace français. C'est la C'est meilleure comme ligue. le bouclier de Brennus en rugby ou autre, ça s'appelle la Ligue Magnus. Et justement, donc là tu fais le choix de partir à Leksands, donc en Suède, mais deuxième niveau suédois. Ouais, parce que à cette époque-là, déjà moi je jouais à Rouen, donc en tant que junior à Rouen, tu as une certaine situation de super-humain où tu te dis tu gagnes tout déjà, donc tu es un peu prétentieux. Ok. Mais à ce moment-là, j'ai joué avec des Finlandais et des Suédois à Rouen, Ok. et eux ils m'ont dit que vu mon niveau, parce que moi je crois que j'avais gagné jeune joueur français, et puis je crois que j'étais t'étais peut-être meilleur jeune. 2 ou 3e français général dans la ligue au niveau Ok. des points, donc j'avais fait une bonne saison. Mais à ce moment-là, eux ils m'ont dit écoute, c'est où tu vas dans le bas de tableau de la Suède, ou tu vas dans le Premier meilleur niveau. tableau du premier niveau, excusez-moi, ou tu vas dans le meilleur, une des meilleures équipes du deuxième tableau. D'accord. Et puis, du coup, en fait, je me suis rendu très compte que, en tant que Français, à ce moment-là, il n'y avait pas de Français qui avaient percé à l'époque, à l'étranger. Tu avais eu Barin qui avait fait en Allemagne, tu avais eu T'as pas Arnaud Briand, Yorick ou Sacha Trell qui avait déjà essayé? Yorick, Sacha c'était après. Ah, Sacha, c'était après, Donc, oui. il n'y avait pas encore eu de joueur en Suède qui avait signé un contrat ferme, resté une année, et puis dans une des meilleures équipes. Puis Alexandre, c'est une équipe légendaire Ok. au pays. Du coup, je suis parti là-bas, et puis là, ça a été le choc. Voilà, c'est là où D'accord. j'ai pris une claque énorme. Parce que j'avais 21 ans, faisais partie des joueurs les plus physiques français. Puis je suis arrivé là-bas, j'étais à des années-lumière de tout le monde. Tu te faisais scout Je faisais partout. j'avais le même physique que les jeunes de 18 à peu près. Ok. J'étais plus considéré, alors qu'en France, je venais juste de finir mon junior. Là-bas, en Suède, ça faisait 2 ou 3 ans, j'étais plus junior, j'étais pro-pro. Donc, ça a été un peu le choc de culture, financier, tout. C'est là où j'ai appris que le hockey, c'était un travail, boire de la bonne façon de l'eau pour préparer les matchs qui arrivent, c'est un travail, manger les bonnes choses, c'est un travail. Rien n'est laissé au hasard. C'est là où j'ai le vrai compris un peu la professionnalisme. discipline, parce qu'en fait, les entraînements, ça te cassait tellement tous les jours, c'était tellement plus dur, tout était plus dur. Puis j'ai fait 3 ans en partant vraiment de rien. J'ai signé, mon contrat d'essai, c'était pour être 13e attaquant. Ok. J'ai fait un contrat d'essai pour tout l'été, on était 5, et puis après, au bout du 3e mois, c'était que du hors-glace, j'étais pas sur la glace. Ok. Ils m'ont signé à cause de mon comportement dans le vestiaire, comme quoi j'étais vraiment On positif, tout ça. Ouais. Mais à ce moment-là, ils m'ont signé un contrat de 5 mois ou contrat d'essai de 5 mois encore. Parce qu'ils se sont dit, est-ce qu'il fait ça pour avoir un contrat ou est-ce qu'il fait ça parce que c'est sa personnalité. Ouais. Et puis, arrivé en décembre, là, ils m'ont signé pour la fin d'année plus une année derrière, ce qui était un peu la première fois que ça arrivait en Suède pour un Français. Ok. Et puis après, j'ai fait la 3e année, c'est là où j'ai explosé là-bas. Oui, t'es meilleur marqueur, je Meilleur crois. marqueur, ouais. Et puis, après, je suis allé chez l'FTO, dans le nord de la Suède. Attends, juste pour rester sur cette étape-là de Lexland, est-ce que quand tu y vas, tu as un plan déjà précis en tête ou ton plan c'est juste de progresser? Moi, dans ma tête, c'était déjà... pour être totalement honnête, je ne savais pas à quoi m'attendre du tout. Et arrivé sur place, je crois 2 jours après, j'ai appelé ma mère en pleurs en disant « Je reviens dans 1 mois ». Ok. J'étais sûr que tellement t'as pris une claque, quoi. Tout le monde se foutait de moi. Il y avait 4 ou 5 mots pour dire Frankrike, Franzosen, Fransmannen, tous ces mots en suédois qui veulent dire le français. Oui. Et je les entendais à toutes les sauces, avec des rires derrière, c'était insupportable. Et moi, j'avais jamais reçu ça dans ma carrière. Puis là, j'étais tout seul. Oui. Même si mentalement, moi, je suis parti de la maison, j'avais 16 ans. Là, j'arrive en Suède, je suis loin de la famille, je suis loin de tout le monde. Et puis là, je suis détesté. Je suis pas juste... je suis détesté. Ah oui? Parce qu'il n'y avait jamais eu un Français qui avait réussi à faire sa place. Juste avant que moi, j'arrive à Alexandre, et c'est pas pour jeter la pierre à François Rosenthal, mais lui, il était allé
Alexandre en tant que joueur import, parce que c'était un joueur de l'équipe de France réputé. Oui, donc déjà confirmé. Ouais. Et puis en fait, au bout de, je crois, c'est au bout de 3 mois ou 4 mois, ils l'ont dit qu'il pouvait repartir. Et moi, quand je suis arrivé là-bas, tout ce qu'on me disait, c'est: est-ce que tu es un autre Français qui aime pas prendre des charges? Est-ce que tu es un autre Français qui va pas mouiller le maillot? Alors je sais pas ce qui s'est passé pour lui dans sa situation, mais tout ce que je sais, c'est que moi, ça a été tout de suite comparé avec Oui, bien sûr. avec le succès ou le non-succès que lui il a pu avoir. Donc quand moi je suis arrivé, j'ai eu des gens T'as qui... pâti de sa réputation à lui. Ouais, et puis l'autre truc, c'est que j'avais 21 ans, je parlais pas anglais, je parlais pas suédois, j'arrive dans un pays où le manager, lui, parle un français cassé. Moi, je parle un anglais où j'ai eu 2 fois 5 au bac, parce que moi, je suis scientifique, donc j'avais rien à cirer des langues. Donc j'étais nul, je comprenais rien. Ça s'est amélioré, hein, tout à l'heure, je t'ai entendu au téléphone, ça va maintenant. mais c'était dur. C'était très, très dur. Et puis maman, elle, comme toute ma carrière, elle a eu des conseils sans vraiment le savoir, que c'est des conseils qui ont porté des fruits énormes. Elle était partie faire la traduction de l'histoire du club du pays sur Wikipédia. Moi. Ok. Et en fait, dessus, c'était plein d'articles où ça parlait des joueurs étrangers qui venaient à partir de février, tout ça, et qui venaient pour prendre un saladier, en fait. Ils prenaient un salaire énorme, puis ils jouaient jamais pour l'équipe. Et puis Alexandre, ils n'arrivaient pas à remonter en élite. D'accord. Les mercenaires. Ouais, un peu des mercenaires. Ouais. Et moi, elle m'a dit, écoute, je pense que c'était peut-être le début de la 2e semaine. C'était dur parce que j'avais fait un test où en France, j'étais le meilleur, et là, j'étais loin d'être le meilleur. Donc en plus de ça, physiquement, je vois la différence entre moi et d'autres joueurs de mon année. Donc c'est la vérité, elle est pure, tu vois. En fait, non, t'es nul. Tu vois. Déjà, tu viens avec un boulard, en plus, t'es nul. et à ce moment-là, elle m'a dit, il est comment le vestiaire? Et je dis, il est magnifique. Parce qu'il faisait 5 fois la taille de Sudron. Et puis la salle de muscu, elle est incroyable. Et la patinoire, maman, tu verrais, 7500 places, magnifique, toute neuve. Fait, bah alors pourquoi tu leur montres pas, eux, que c'est des pourris gâtés? Toi, tu viens de Montpellier, avec un entraînement par-ci, par-là. Montre-leur. Et puis elle m'a expliqué l'histoire du club. Elle m'a dit, apprends la langue. Et ça a fait comme tu sais, la phrase tout con de, tu sais, fake it till you make it. Et puis j'ai commencé à venir tous les jours avec un sourire, à m'entraîner plus que les autres. Et puis quand on me donnait de la merde, ben, je la mangeais. Tout con, tu vois. Je m'en foutais. Avec un grand sourire, du coup les joueurs ils sont fatigués de me lancer des pierres parce que bah, tu sais, ça, oui, il faut que ça marquait pas. En tout cas. Et en fait, moi ce que je me suis rendu compte, c'est que quand j'arrivais le matin, les joueurs qui eux sont là depuis qu'ils sont tout petits, ils ont la chance, en fait ils étaient méga négatifs. Et puis très vite, certains joueurs ont commencé à changer leur comportement. Quand moi j'arrivais, ils étaient méga contents parce que moi j'avais de la banane. Et puis le manager a commencé à voir ça, puis ils ont vu les séances où je vomissais, parce que c'était dur, et puis tout de suite, sourire, et puis je continue, ils ont dit non mais... Et puis les joueurs, certains joueurs se sont dit, mais il est fou. Et du coup, j'ai comme un peu gagné un respect, qui a fait que ça m'a fait gagner en fait ma place par rapport à la fin aux joueurs qui lui auraient peut-être dû être signés, qui a créé un chaos dans le vestiaire. Là. Je suis arrivé pour qu'on me dise que je reste ce jour-là. On m'a fait m'asseoir sur une chaise comme ça, en dehors de la salle de l'entraîneur, et dedans, ça criait. Ça se gueulait dessus. Et quand j'ai ouvert, c'est l'entraîneur qui sort, et j'ai le manager qui fait « Ouais, c'est à propos de toi ». Parce qu'en fait, ils avaient décidé de me signer moi et puis pas l'autre. Et lui, en fait, le manager, ce qu'il avait vu, c'était ma progression physique. En les 3 mois, j'ai pris 8 kilos. Donc c'est le coach qui voulait pas. Le coach lui voulait pas. Lui, il me détestait. Il me détestait, lui. Et du coup, mais moi, physiquement, j'avais éclaté. Moi, je suis passé du plus nul au 7-8 meilleur physiquement, en l'espace de un été, 3 mois. Donc ils se sont dit, OK, lui, il est dédié, moi. Et c'est ça qu'ils se sont dit, t'imagines si on le garde pendant 2-3 ans, ça va, en fait. Et puis, en novembre, j'ai eu les joueurs de l'équipe qui sont venus me voir, les leaders, en me disant, écoute, on n'en peut plus. Parce que le surnom du coach, qui pour moi, c'était fucking French guy. Donc ça va peut-être être coupé, mais c'était fucking French guy. Donc, en gros, enculé de français, quoi. Oui. C'était mon surnom. Donc peu importe ce qu'il me disait, tu vois, sors le palais, enculé de français. Bon jeu, enculé de français. Moi, ça me rendait fou. J'écoutais rien. Dès qu'il me disait ça me fermait. Bah oui, et puis ça me faisait mal au cœur aussi.
Et puis les joueurs sont venus me voir, et puis ils m'ont dit, des joueurs réputés, hein, ils me disent écoute, nous on n'en peut plus, t'es sur le banc, genre ils crient en parlant de toi, alors que t'as joué Ouais, 3 minutes dans c'est le match, vraiment. moi, ça n'a rien à voir Oui, avec toi. Et puis il y a eu ça, et puis il y a eu les supporters qui eux ont vu ma passion pour le jeu, comme quoi on me demandait d'aller mettre des charges, alors j'allais mettre des charges à n'importe qui, hein. Puis je me détruisais, puis je me relevais avec la banane, parce que j'ai commencé à tu sais, de faire semblant de sourire, c'est devenu un peu ma façon d'être. Mm. Où moi, je prenais vraiment du plaisir. Je prenais chaque jour comme si c'était le dernier. Vu que dans ma tête, j'allais certainement rentrer en France, je me suis dit autant que Ouais, autant je tout profite. donner et puis pareil. Et en fait, ça a fait l'inverse. Ça a fait qu'arrivé en décembre, je suis allé voir en novembre le coach pour lui dire que ça, c'était bien de ma part, un peu de, tu vois. Ouais, Je suis allé voir en disant, écoute, c'est en anglais, je sais que tu n'aimes pas la France, internationalement, on est pourri par rapport à la Finlande, je suis un Finlandais, bien mais sûr. par contre, moi, je suis ton joueur. Mon nom, c'est Pierre-Édouard. Donc, c'est dur pour toi, appelle-moi Pierre, appelle-moi Eddie, Mm. appelle-moi Pi, Oui, fais ce que tu ce veux, que mais tu veux, trouve un mais truc, quoi. enlève l'autre Ouais, truc parce que. ouais, ouais. Puis lui, il m'a répondu avec un truc, tu sais, oh non, non, je voulais pas te manquer de Mm, respect. mm, Bon, je me prends pas pour un idiot. mm. Et puis, ça a changé. Et puis, moi, après, ben, vu que pour réussir à faire partie de l'équipe, il fallait que je m'entraîne plus que les autres, ben, c'est devenu un peu ma façon d'être. Donc, je Ouais, repartais à la patinoire. Et puis, lui, il s'est fait dégager. ok. Le nouvel entraîneur qui est venu, lui, était beaucoup plus positif avec moi en disant que j'avais une capacité, qu'il avait vu que. Et moi, à ce moment-là, j'ai réussi à rester parce que j'ai travaillé comme un débile. Mm, mm. Du coup, je me suis dit, bon, ben, je vais continuer comme ça. Entre-temps, ma petite sœur, elle se préparait pour les JO de 2008 Oui, à Pékin. GODT, c'est ça? Ouais, ouais, C'était d'été, en gymnaste. gymnaste, ouais. Du coup, elle travaille 7 heures par jour, 6 jours par semaine. Moi, je suis joueur de hockey. Si j'en fais 3, c'est déjà énorme. Du coup, à ce moment-là, moi, je laissais tout le monde partir de la patinoire. Je partais avec tout le monde. Puis je revenais en cachette. Ah ouais. Et puis j'allais m'entraîner quand personne ne me voyait, mais pas des trucs de fou, mais c'était des trucs pour les abdos, des trucs Mm. que je prenais avec ma petite sœur, qui elle me donnait des ballons, hein, que des trucs un peu bizarres. Et c'est là où il y a un entraîneur, je ne savais pas que c'était un entraîneur, un monsieur qui venait tous les soirs sur les coups de 4h30, puis il faisait je sais pas, ses 10 km de course en regardant la télé, dans la salle de muscu. Ok. Puis moi, je faisais mes trucs, souvent je faisais de l'étirement. Euh, et lui, je l'ai vu à la télé un jour. Et puis, il a balancé mon nom comme les joueurs qui pensaient qu'un jour j'arriverais en NHL à Ok. cause de la façon dont j'étais dédié pour le sport. Et c'était qui ce Et gars-là? puis en fait, il y avait écrit en dessous son nom, Père Eklund, machin, scout des Sharks de Saint-José, Ah, ok. NHL, tu vois. Donc, Ok. en fait, lui, c'était un des recruteurs en chef pour la NHL, tu vois. Moi, je ne savais pas. Moi, Oui, je oui, venais oui, tous les d'accord. jours, il arrivait, je disais bonjour. Et puis j'ai appris la langue, du coup j'ai commencé à avoir plus de potes. Et puis vu que ça commençait à fonctionner, les joueurs ont vu que je Mm, commençais à me développer. forcément, ouais. Mais j'ai eu 2, 3 joueurs qui eux sont suédois, hein, qui Mm. ont commencé à me suivre. Ouais. Et du coup on avait un petit groupe où, du coup moi j'étais motivé pour m'entraîner plus que eux. Eux ils me poussaient. Et puis arrivé à ma 3e année, au début, l'été de ma 2e année, il y a eu le championnat du monde à la fin de l'année à Québec. Ok. Et puis moi, c'était ma 2e année en Suède. Je suis arrivé en me disant, je vais aider l'équipe de France. Tu vois, faut que je prenne le flambeau un peu des Meunier, des Treilles, des Rosenthal. Et j'étais nul. Pourquoi? Nul. Comment tu Et expliques? sur le moment, j'avais pas compris. Tu t'es mis trop de Je pression? tombais tout le temps. Moi. Et puis un des derniers jours, il y a l'équipe russe. Moi, j'étais sur le vélo. Puis il y a l'équipe russe qui est arrivée. Et puis j'ai vu les Ovechkin, les meilleurs joueurs au monde, les Semin, Kovalchuk, Kovalev, qui sont arrivés dans la salle de muscu. Puis en fait, j'ai vu leur corps, et puis j'ai vu mon corps, et j'ai fait, ah, je me suis mal entraîné. Parce que moi, ça faisait 2 ans que je faisais tout pour battre tous les records à Alexandre. Ok. Du coup, je les ai tous battus. Mais j'étais énorme du haut du corps. Ok. Ouais, je ressemblais à rien. Et puis j'avais mon haut du corps qui était beaucoup plus solide que mon bas du corps. Et quand j'ai vu les meilleurs joueurs au monde, qui ont les meilleurs tirs au monde, qui mettent le plus de buts, qui avaient des tout petits bras, je me suis dit, en fait, je me suis mal entraîné. Par contre, ils avaient une caisse abdominale, puis Ouais, des jambes. ouais. Et cet été-là, je suis reparti en France avec une mentalité où j'ai dit, je vais tout casser. Du coup, j'ai fait un programme où le préparateur, qu'on a même là en équipe de France, qui était à l'époque avec moi à Rouen, qui m'a dit, non mais tu vas te blesser, il ne faut pas faire ça. Ah oui, Et moi, oui. j'ai fait, t'inquiète pas, je ne vais pas me blesser. Et je faisais attention à mon sommeil, je faisais attention à tout ce que je mange. Mais par contre, je me suis entraîné comme un débile. J'ai certainement fait du surentraînement, mais je suis arrivé à la fin de l'été, on ne me bougeait pas. J'étais physique, moi. Et ça a fait. Et là, donc là, tu es Pas encore Alexandre. encore Alexandre. Et tu penses déjà à NHL à ce Pas moment-là? du Est-ce tout. que le fait de Non. voir ce scout, Non, donc un non, scout, c'est un non. recruteur, Ouais.
dire à télé, Non. il a le potentiel pour. Non, il y a eu une interview qui est toujours un peu culte là-bas en Suède. Il la repasse des fois sur les trucs de. Et c'est. On me demande en anglais. Parce que moi, je suis considéré comme suédois là-bas. Ok. Ce qui est marrant, c'est que s'il parle, quand j'étais en NHL, quand il parlait des Suédois qui méritent d'avoir la Coupe Stanley, j'étais dans la liste. Alors que je suis pas suédois, hein. Je suis français, il n'y a rien de. Ok. Mais vu que je parle la langue et je suis Ouais, resté t'étais vraiment là-bas, donc. intégré, quoi. Ouais. Mais il y avait une interview, tu avais l'entraîneur à cette époque-là de Toronto, Mhm. et puis après il est devenu manager de Toronto, Ok. où lui il est venu voir un match, Alexandre, et puis le lendemain il était venu voir un match pour Oliver Ekman-Larsson, qui est parti dans les premiers rounds et Ok. qui a joué directement plus ou moins en NHL. Ok. Et en fait après ils lui ont posé la question, est-ce qu'il y a d'autres joueurs que tu verrais? Et lui il a balancé mon nom. Je vois Belmar, lui c'est sûr il va finir en NHL. Et moi, c'était ma 3e année à Alexandre. T'es en deuxième niveau suédois, quand même. Ouais, deuxième niveau Même si tu suédois. performes. Hein, mais... Je marquais des hat-tricks, je marquais des buts tout le temps, mais ça reste le deuxième niveau, faut pas abuser. Et puis, sur l'interview, moi, je réponds en anglais Oh, je suis super content qu'ils connaissent mon nom. Puis ça s'arrête là. Non, moi, j'ai jamais été éduqué dans un sens où je connaissais quelque chose sur la NHL. Ça m'a jamais intéressé. Ok. Non, moi, je faisais du hockey, je faisais du skate avec mon frère. Moi, j'avais pas le hockey à l'époque, quand moi j'étais jeune, je suis de 85. On voyait pas du hockey à la télé. Non, très peu. T'avais Canal si t'avais l'argent. Ouais, ok voilà, oui, bien Donc sûr. moi c'était avec la passoire, on ne voyait pas. Et après t'avais les JO tous les 4 ans. Oui, c'est ça. Donc moi c'est de là d'où ça vient ce rêve des JO, le rêve de l'NHL, il n'a jamais existé. J'en avais rien à cirer. Mais ce qui est fou dans ce que tu t'expliques, c'est qu'il y a une volonté, enfin on sent une volonté farouche chez toi de performer et surtout de faire tout ce qu'il faut pour performer au taquet, mais en même temps, il n'y a pas cette espèce de rêve inaccessible que pourrait être la NHL pour un joueur comme toi qui joue en D2 suédoise à ce moment-là. Je pense qu'il faut bien comprendre d'où je viens. Oui, mais c'est ça. Et en fait, moi, tout ce que j'ai fait, ça a été motivé après quand j'étais sur place de putain, tu viens de là, toi. Mais ça n'a jamais regardé vraiment. L'étape d'après. Ouais. Si je demande à quelqu'un aujourd'hui d'aller monter le mont Everest, et s'il se concentre sur le pic, c'est fini. Il faut que tu t'entraînes pour déjà faire le palier numéro 1, le palier numéro 2. Et moi, à l'époque, le mont Everest, c'était pas quelque chose de. Mais par contre, le palier numéro 1, c'est-à-dire être un joueur meilleur pour ton équipe, comprendre ce que toi tu dois faire pendant l'été pour pouvoir aider l'équipe. Et par conséquent, si tu aides l'équipe, le coach va se dire je vais le mettre plus sur la glace, du coup tu vas encore plus t'amuser. Moi, ça a été toujours ma mentalité. Qu'est-ce que je peux faire tous les étés avec mon frère? C'était ça la conversation. Il arrivait, il venait me chercher à l'aéroport. Alors, faut que tu fasses quoi? Et puis moi, j'avais un plan dans ma tête avec ce que j'avais vu pendant l'année, les joueurs qui étaient peut-être un peu meilleurs que moi, ce qu'il faut que j'arrive à faire mieux que les autres, comment je peux changer mon corps pour ci, pour ça. La NHL, ça a été la conséquence d'un travail de longue durée. Parce ça n'a jamais été le but. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir ce but-là. J'ai mon fils, là, il a 7 ans, et lui, il me parle que de ça. Oui, parce qu'il baigne dedans, parce que maintenant on a accès. Et je veux pas lui tuer son rêve. Non, bien sûr. Mais moi, personnellement, ça n'a jamais été le point de focalisation. Par contre, de réussir à grappiller quelque chose qui est juste devant moi, ça, je peux aller le choper. Du coup, qu'est-ce que je peux faire pour choper ça? Et la plus grande chance que j'ai, je ne suis pas hyper intelligent, tout ça, mais au niveau de joueur de hockey, il te faut certaines qualités pour arriver au top. Et souvent, ma carrière, j'en ai toujours entendu, ah ouais, lui, il a tout ça. Et puis moi, c'est souvent, je dis, bah, il n'a pas le cerveau. Parce qu'à l'arrivée, il sort tous les week-ends, il sort tout ça. Moi, j'ai eu la chance que mon cerveau, il n'a jamais spécialement été intéressé à aller mettre des murges les week-ends. Du coup, quand tout le monde, le lundi, ne peut pas s'entraîner à 100%, moi, vu que je ne bois pas d'alcool, dû au papa qui buvait trop d'alcool et qui faisait des problèmes de la famille, bah, moi, ça m'a toujours bloqué. Du coup, moi, je n'ai pas eu l'intérêt de ça. Donc, quand j'arrivais le lundi, moi, j'étais frais comme un gardon. Je m'entraînais plus. Et puis, en fait, tu voyais que quand tout le monde faisait ça, moi, au bout de 3 ans, tout le monde me regarde en disant « Mais comment ça se fait que lui, il a évolué comme ça ?» Mais quand tu regardes tout ce que je fais, les gens se disent « Ah, mais il est trop discipliné. » Non, mais moi, ça me paraît pas spécialement difficile de ne pas boire d'alcool, de ne pas sortir, de faire attention à ce que je bois. C'est pas des sacrifices pour toi. Non, parce que là, maintenant, avec ma femme, on a une alimentation où on ne touche pas au sucre raffiné. Moi, je ne touche pas aux produits laitiers. Moi, c'est pareil. Et, non, mais, et moi, quand tu parles les gens, le sucre, c'est partout. D'accord, donc nous on consomme du miel à la place, on fait tout à la maison, ma femme elle est chef donc ça passe. Mais
c'est vrai que socialement, c'est très dur. Mais moi, je dis à ma femme, 2 ans, si on peut faire tout ça pour pouvoir passer plus de temps avec nos petits-enfants, Mmh. ben pourquoi Mmh. pas investir maintenant, C'est moi? vrai, c'est vrai. Et moi, c'est ça, le hockey, ça a un peu été ça. Pourquoi pas investir 1 heure de plus? Mmh. Parce que ma sœur, elle a fait 7 heures. Donc moi, si je fais 1 heure de plus, je me retrouve à faire 4 heures. Oui, ça va. C'est pas horrible. Mmh. Mais quand on parle aux gens, eux, ils disent oh, Ouais. Mais moi, en fait, je peux très bien argumenter chaque fois où tu te dis oh, très discipliné et te dire ouais, non, en fait, c'est pour que tu comprennes, en fait, non, c'est totalement normal ce qu'il a fait. Mmh. Mmh. Et c'est comme ça que moi, je le vois. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai réussi à continuer comme ça. Et puis, j'ai eu la chance dans ma carrière que ça a fait l'exemple. Donc, j'arrive en tant que joueur français, le top, salaire énorme pour un jeune de 20 ans en France. J'arrive à Alexandre, je suis Mmh. le plus nul, j'ai un Mmh. salaire où je vais voir le mec financier et dire il y a un problème là, c'est pas possible, c'est pas mon salaire. Il m'explique si. Donc je vais en banqueroute la première année. OK. Et puis après, petit à petit, je fais ça. J'arrive à Alexandre, là je suis le meilleur joueur de la ligue, meilleur buteur de la ligue. Merde. Je suis à 4 ou 5 buts du record. OK. Et je passe 4 jours à l'hosto à cause d'un phlegmon et des oreillons. D'accord. Donc je leur ai éclaté le record. Ah oui, d'accord, qui Ouais, t'empêche de qui faire quelques m'empêche matchs, de jouer. les quelques M'empêche de matchs qui jouer restent. les D'accord, 4 matchs, d'accord. donc je fais OK, OK. 2 des 6 qui restaient. Donc j'étais vraiment. Là, moi, dans ma tête, c'est vrai que tout allait bien. Je rencontre ma femme, tout va bien. J'arrive chez l'FTO, je suis censé être un des joueurs qui arrive, et là, on me balance 4e ligne. Je joue 6 minutes par Donc match. là, c'est au premier niveau, Là, c'est la meilleure. Ouais. suédois. Donc tu prononces chez l'FTO parce Ouais, que Skeleftea. voilà, Skeleftea Ouais. avec une espèce Mais de en rond suédois, c'est sur le chez SK, l'FTO. c'est ch. Ok, je l'aurais jamais Et dit. le A avec un rond, c'est O. Oh, Non, ok, c'est ok, ok. Skeleftea. Mais Un du petit coup, peu. j'arrive là-bas. Et là, c'est rebelote. Et en fait, moi, la chance que j'ai eue, c'est qu'à ce moment-là, mon cerveau, il a 2 choix. Tu te plains, comme Hmm. beaucoup de joueurs de Hmm. hockey, où c'est le coach, Oui, en c'est pas plus, tu arrives avec un juste, certain statut, entre statut. guillemets. Ouais. Sauf que moi, je l'avais fait 3 ans auparavant, Hmm. Alexandre. Du coup, je me dis, bon, C'est pareil. je vais recommencer. Ok. Et j'ai refait le même schéma, à m'entraîner plus que tous Très les autres. progressif, ouais. Et puis, sans jamais spécialement demander que ça paye. Parce que c'est Hmm. ça, en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui ils vont faire 1 semaine, ils vont me suivre pendant 2 semaines. Hmm. Mais après, la 3e semaine, il va toujours avoir un truc. Ah, ben je peux pas, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Moi, je vais être là. Et la vérité, c'est que ça ne paye pas au bout d'1 mois, 2 mois. Ça se trouve, ça va payer dans 2 ans. Ou comme là, en Suède, 3 ans plus tard, je fais partie des meilleurs joueurs de la ligue. Alors que quand je suis arrivé, on n'aurait pas mis 2 centimes sur moi. Hmm. Hmm. Ça paraît, on se dit, ouais, mais moi, dans ma tête, c'était pas non plus. C'était juste la normalité. Je suis français, je suis en Suède. Ouais. Déjà, j'ai commencé, je suis en retard. Parce qu'eux, ils ont des situations avec 3 heures de glace par Des jour, tout ça. infrastructures, Moi, j'ai eu 1 heure de glace par semaine jusqu'à l'âge de 11 ans. Hmm. Donc, je suis en retard par Oui, rapport puis à... début à 6 ans et demi, Ouais. à l'échelle du hockey, c'est un peu tard bien aussi. sûr. Hein. Donc, moi, je suis en retard. Donc, quand je suis arrivé là-bas, j'étais en retard pour tout. Donc, moi, je vivais tout seul. J'avais pas de femme, pas de copine. Je m'étais séparé pour partir en Suède. Du coup, si je pars pour aller à la Suède, je vais tout faire pour... Du coup, j'ai pris le temps de vraiment apprendre mon corps. Et puis, vu que j'ai arrêté l'école pour partir en Suède, bah, du coup, j'ai un peu les bouquins sur la respiration, le sommeil. Je me suis un peu éduqué pour voir chaque pourcent à mon niveau en tant que joueur français. Détail, ouais. C'est énorme. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai créé un peu ma façon d'être. Puis 3 ans plus tard, il y a Chicago qui vient me voir en février Mhm. pour me signer pour aller en NHL. Ok. Donc là, tu te dis, j'ai 26 ans, c'est ma Ok. chance. Ouais. Puis en fait, je joue énormément en Suède. Ouais. Et un mois ou 2 mois plus tard, je casse mon bassin, plus ou moins. J'ai un truc qui se passe à mon bassin, il se lâche, dû à... En match ou En match, au premier ouais. match de playoff, Ouais. dû à un surentraînement de mes gros abdos, Ok. qui étaient beaucoup trop puissants, en fait, par rapport au reste du corps. D'accord. Et puis, je me suis retrouvé je voulais jouer de l'équipe, vu que j'étais un des joueurs importants. Du coup, j'ai joué sous piqûre pendant tous les playoffs. Et puis après, je ne peux plus marcher. Après les playoffs, ça a pris 6 mois avant de pouvoir reprendre la glace. À un moment donné, on m'a dit, écoute, on n'est pas sûr que tu puisses repatiner. Ah oui, carrément. Ouais. Et donc moi, à ce moment-là, je me dis, bon, ben, c'est bon, la NHL, c'est fini, quoi. Et puis c'est reparti, tranquillement. Je me suis remis, j'ai rééduqué mon corps.
Et puis 2 ans plus tard, à un moment donné où tu te dis tu as 29 ans, c'est pas possible. Là, avec ma femme, à ce moment-là, on cherche une maison pendant 1 an. On achète notre maison, on parle de contrat avec chez les FTO, une prolongation de 5 ans. Il me restait 2 ans, donc j'aurais joué 7 ans sur place. Donc je jouais jusqu'à l'âge de 36 ans à chez les FTO. C'est plus ou moins, tu vois, ça s'arrête quand Oui, je ouais, finis oui, oui. en fond du pays, quoi. Oui. Et 2 mois plus tard, tu as Montréal et Philly qui se Ok. battent en Alors, disant on veut te signer. Philadelphie, Pardon. je t'en prie. Et je pars à Philadelphie à l'âge de 29 ans. Ouais, c'est ça. En tant que rookie, moi, c'est Donc du rookie, jamais vu. ouais, rookie, donc c'est le débutant. Ouais, Rookie, c'est-à-dire débutant à débutant NHL à l'âge de 29 ans avec un contrat de 2 volets. Et puis en fait, je fais l'équipe tout de suite. Alors, ce que tu appelles un Un contrat contrat de de volet, c'est un two-ways Ouais, contract, c'est ça? ouais. Donc, Donc c'est si tu joues en AHL, tu as un salaire en AHL ouais. qui est Donc, minuscule AHL, qui est la ligue comparément à mineure. la ligue. Ouais. Ouais. Si tu joues en Ok. NHL, tu as le gros salaire. Ok. Mais un contrat one-way, c'est peu importe ce qui se passe, tu as le gros contrat. Du coup, les gens pensent souvent c'est au niveau de l'argent, mais en fait, ce qui veut dire que la NHL, ils vont pas t'envoyer en AHL parce que tu vas coûter beaucoup trop pour eux Oui, en AHL. ok. Parce que le AHL, ils n'ont pas les mêmes subventions. Oui, bien sûr, bien Mais sûr. la NHL, eux, c'est riche, forcément. Oui, Donc, du coup, le fait d'avoir un contrat one-way, ça te garantit un vrai essai. d'accord. Parce que si tu n'as pas le contrat one-way, bah, ils peuvent te sortir Oui, pour faire de la place dans leur masse salariale. ouais. Donc, c'est hyper, C'est tellement business que. Mais c'est et donc hyper voilà. instable, oui. Donc j'ai choisi Philadelphie parce que je voulais pas aller à Montréal. À Montréal, il y avait 2 joueurs réputés de la ligue qui étaient des joueurs qui trichaient dans leur façon de jouer. Ok. Puis moi, je me voyais pas en tant que joueur d'équipe parce que sur toutes les années en Suède, je me suis développé en tant que joueur vraiment. L'équipe, c'est numéro 1. Ok. Et puis Montréal, ils avaient un discours qui était un peu plus bridé, comparément à Philadelphie. Eux, c'était on aimerait bien que tu prennes de la place dans le vestiaire, on a besoin de ça, on a besoin de ton jeu en infériorité numérique. Si tu peux, moi, il y avait plus de marge de progression. Tu sentais qu'on comptait Ouais. plus sur toi. Et puis moi, j'ai toujours dit à ma maman, depuis que je suis parti en Suède, depuis ma 2e année, je crois, j'ai dit j'arrêterai le hockey le jour où j'aurai plus envie d'apprendre. Ouais. Ça ne sera pas au niveau de l'argent. Ça aussi, c'est un fil rouge dans ce que j'ai pu voir de ta Et carrière. du coup, Philly, Philadelphie me donnait un peu une possibilité d'apprendre autre chose. Ok. Puis je suis parti là-bas et j'étais pas spécialement très très bon, mais vu que j'étais souriant tous les jours, je me donnais à fond, et puis je donnais tout ce que j'avais pour le maillot, c'était genre quelque chose de bizarre. C'est fou. De ne pas se plaindre, c'était devenu quelque chose. Lui, il se plaint jamais, tu vois. Parce que puis j'ai le mental aussi de pas suivre les complaintes des copains. Ouais, Tu vois. ouais, Si eux, ils sont en mode, Mais c'est effectivement quelque chose sur lequel je voudrais revenir. Alors, juste pour la précision, quand même, tu pars de Suède, tu es 2 fois champion de Suède 2 années de suite, 2012, 2013, 2013, 2014. Après 2 défaites. Deux défaites. 2 défaites en finale. Donc c'est 2 victoires, et pareil, tu dis, mais ça faisait 4 finales et ça faisait 2 fois qu'on l'avait à travers. Donc notre mentalité, Donc, 3 et 4, ça on doit être quand même était. 4 finales d'affilée. Ouais, mais on était tellement mieux. Et à partir de la saison 2011-2012, tu es assistant capitaine. Donc ça aussi, c'est important. C'est par rapport justement à ce que tu dis. C'est une grande gueule, c'est pour ça. Ouais. Déjà, quand tu signes ce contrat en NHL, pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce que je me dis? C'est un aboutissement ou c'est le commencement? Je vais être totalement honnête sur ce moment. J'ai dit à ma femme, on est riche! Ah En oui, rigolant. oui. Parce que je me suis dit, moi, j'y croyais pas spécialement. Moi, j'ai toujours été, on met pas la charrue avant les bœufs. Vraiment, ça a toujours été. Vu la situation familiale qu'on a eue, c'est toujours quand il y avait un truc qui arrivait de bon, il fallait que ça soit écrit noir sur blanc. Puis t'en parles pas avant parce que tu risques superstition. Donc, j'y croyais pas. Et puis quand j'ai vraiment signé, ça a été un peu le choc parce que ma femme, elle est suédo-américaine. D'accord. Donc elle est née aux États-Unis, elle a vécu aux États-Unis. Donc et le fait de partir à Philly, c'était un peu aussi ça, parce que si on partait aux États-Unis, elle peut travailler. Mais si on va au Canada, elle peut pas travailler. Donc c'était aussi un truc qui nous a poussé vers là-bas. Bien sûr. Mais j'y croyais pas spécialement. Je trouvais ça, moi, c'est pas possible, j'ai 29 ans. Oui, ça c'est pas courant, les comment dire, les rookies, comme tu disais, les débutants. Mais quand je suis arrivé là-bas, il y avait aussi cette notion où eux, ils ont été très clairs avec moi en m'expliquant les 5 choses qu'ils avaient besoin. Puis moi, dans ma tête, je me disais, mais ça, je peux le faire, ça. Donc il y avait une possibilité de réussir à faire l'équipe. Je ne suis jamais parti en me disant, je ne vais pas faire l'équipe.
Ouais, ouais. malgré mon contrat 2 voies, ce qui étonne beaucoup de gens, mais moi, dans ma tête, c'était sûr que j'allais faire l'équipe. Quand tu dis Pas parce que faire l'équipe, c'est parce qu'il y a un effectif qui est énorme, et dans cet on est effectif, 45 et ils font tu n'en as qu'une 30-20. partie voilà, qui joue Mais c'était pas. de façon... Souvent, ils se disent, bah, tu sais, aller chercher un joueur comme ça, qui n'est pas drafté à cet âge-là, les chances qu'il arrive à changer sa façon de jouer pour. Et puis moi, j'étais un joueur méga offensif. Mais là, on me demandait de devenir un mec super défensif. Voilà, alors ça, Et moi, ça m'a pas spécialement dérangé parce que je me suis dit, bon, bah, c'est le prix à payer pour rester dans cette ligue. c'est ça. Du coup, j'ai tout changé comparément à des joueurs avec qui j'ai joué qui m'ont dit, je suis trop vieux pour changer. Moi, là, j'ai 29 ans, je me suis dit, bah, écoute, si je veux rester en NHL, il faut que je change. Du coup, je vais faire ce qu'on me demande. Donc c'est ça, dans ton fil rouge en fait l'adaptabilité, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve à plusieurs moments clés. Et donc à ce moment-là, toi, tu es un joueur hyper offensif de Suède, qui vient du championnat suédois, qui a performé dans le championnat suédois, qui est un gros championnat européen. Tu arrives en NHL et en gros, déjà, on te dit on a besoin d'autre chose. Et toi, tu te dis, sur ce registre-là, il y en a 10 devant moi, ou en tout cas, je prends l'opportunité de faire autre chose pour pouvoir justement m'imposer dans puis eux, ils m'ont dit, de toute façon, nous, on n'a pas besoin de toi dans ce sens-là, on a besoin que tu fasses ça, ça, ça. Et ça, c'était genre, on a besoin que tu sois solide en zone défensive, on a besoin que tu sois rapide dans le milieu, donc tu patines, que tu pousses le push the pace, tu vois, que tu pousses l'intensité, la vitesse. On a besoin que tu supportes nos défenseurs et très vocal. Ok. On a besoin que tu tues les pénalités, si possible. Et puis après, on a besoin d'un bon gars dans le vestiaire. Moi, là-dedans, il n'y a rien de très difficile. En fait, ce qui est difficile, c'est peut-être pas... C'est comme quand tu fais un régime. Il n'y a rien qui te dérange dans ce que tu vas manger. C'est ce que tu vas enlever qui te dérange. Et souvent, les gens se concentrent sur ce que tu vas enlever. Moi, je me suis concentré sur ce qu'on me donnait. Ok, ils veulent ça, bon ben, je vais faire ça. Je vais prendre ça. Et du coup, j'ai fait ça, puis j'ai réussi à jouer. Et tu deviens assistant capitaine aussi aux Flyers de Philadelphie. Ouais. Alors, est-ce que tu peux en 2 mots expliquer quel est ce rôle d'assistant capitaine pour une équipe de hockey sur glace? Parce que c'est un rôle clé quand même. Je pense que chacun le voit, chaque joueur le voit d'une façon différente. Je pense pas que tu peux voir 2 ou 3 capitaines, les mettre dans une salle et qu'ils soient totalement d'accord avec leur rôle en tant qu'assistant capitaine. Et tout ça. Moi, je le vois dans un sens où je suis techniquement pas spécialement là pour juste te donner une bonne tape sur les jambes en disant « bon travail ». Moi, je suis aussi là pour venir te voir et dire hey, « arrête avec les pertes de palais sur la bleue, sur la rouge, tu fais du mal à l'équipe ». Ou quand l'équipe parle et qu'ils sont un peu dans la délusion en disant ouais, « on joue plutôt bien, tout ça », ben moi, ça me dérange pas de dire « non, on est nuls ». Tu perds le palais, je perds le palais, toi tu perds le palais, on perd toutes nos batailles. Et du coup, ça te donne un truc où un peu... Il faut que tu sois à l'aise avec toi-même, parce que des fois, c'est toi qui joues pas bien. Mais aussi, il faut que tu sois à l'aise dans le sens où moi, ce que je dis, c'est pour le bien de l'équipe. Je suis devenu assistant capitaine là-bas en NHL parce qu'en fait, souvent au départ, les joueurs, c'était genre, lui, on l'aime pas, tu vois. C'est parce qu'il essaye de tout faire pour plaire à machin. Mais au bout du compte, ces mecs-là, c'est devenu des gens qui me respectaient, qui avaient besoin de moi, qui venaient me voir dans les moments difficiles. On a besoin que tu parles à ces joueurs-là, alors que c'était eux qui, au départ, ils avaient du mal à accepter mes critiques. Parce que peut-être qu'eux, ils ont pas le courage d'aller voir les joueurs, ou ils se sentent pas à l'aise de le dire. Et puis moi, ça m'a jamais dérangé, l'être ou pas l'être. Ça n'a rien à voir, j'en ai rien à cirer. Moi, je suis là, je veux qu'on gagne. Donc au bout du compte, si je dois te dire que tu joues pas de la bonne façon, je vais te le dire. Après, avec l'expérience, en tant qu'assistant et capitaine, c'est des joueurs aussi qui savent mettre des gants. Je sais avec qui je peux y aller tu t'adaptes, sans là gants, encore, mais je sais avec qui il faut que j'y aille avec 3 paires de gants en disant hey, « t'as fait un match incroyable, mais par contre, là, il reste 2 minutes, va pas nous faire ça, tu te tires une balle dans le pied, ça sert à rien ». Donc c'est un joueur qui fait un peu la liaison entre les coachs et puis et puis le groupe, quoi. Ok. Oui, donc cette notion de leadership, ça aussi, elle revient souvent, puisque tu commences assistant donc en Suède, aux Flyers, et une fois ensuite que tu arrives à Las Vegas, donc au Golden Knights, qui est une nouvelle franchise, c'est ça. Là aussi, à partir de la 2e année, si je ne me trompe pas. Dès le départ.
Ouais, après, je prends à partir du 7e match, je crois. Ah ouais, tout de suite. Ouais. Tout de suite. Là aussi. En fait, on avait un assistant. Ils avaient pris 8 joueurs dans le vestiaire, 8 joueurs dans la salle de l'entraîneur, et c'était les 8 leaders. Ok. Et puis après, ils ont demandé, voilà, qui est-ce qui veut être assistant, tout ça. Puis moi, j'ai tout de suite dit, moi, j'ai pas besoin de lettres pour parler. Ok. Et il y a un autre joueur qui était la même chose. Du coup, on faisait partie du groupe leader, mais par contre, on n'était pas avec des lettres sur le maillot. Ok. Et en fait, Parce que les capitaines, il y a un C, les assistants, il y a un A. C'est voilà. pour ça que tu dis ça, j'explique. Et à Vegas, eux, on n'avait pas de C, vu que c'est une nouvelle franchise. Ok. Et il n'y avait que des A. Ok. Il y avait 3 à la maison, 3 à l'extérieur. Ok. Qui n'étaient pas les mêmes. N'est pas les mêmes. Ok. Ouais. Du coup, ça prenait 6 joueurs en fait. Ok. Et puis moi, j'étais 8 et 7, 7 et 8. Et en fait, il y a un de nos joueurs qui avait le A, qui en fait s'est retrouvé à être totalement. C'est du business, hein, donc lui, il s'est retrouvé dans la mauvaise position et puis il s'est fait sortir. Ok. À ce moment-là, ils m'ont dit qu'ils allaient que c'était moi qui le méritais, vu que c'était moi qui le voulais pas. D'accord. Ok. Donc, puis j'ai eu le A, et puis voilà, après, c'était. Ouais. Rapidement, hein, les franchises que tu as fait en NHL, donc les Flyers de Philadelphie, 2014 à 2017, 2017 à 2019, donc Las Vegas. J'ai été pris, c'était une. Oui, ils te prennent de ton équipe. C'est ça. En fait, Vegas, tu m'arrêtes si je me trompe, mais Vegas crée une nouvelle franchise. Exactement. En NHL. Et donc là, les franchises mettent un certain nombre de joueurs susceptibles de pouvoir être pris par la nouvelle franchise. Ils doivent protéger, ils ont le droit de protéger entre 8, 9 ou 10 joueurs selon la formule qui décide. Donc s'ils protègent un gardien, 5 avant, ils auront que. S'ils protègent trop d'avant, ils auront moins de joueurs. Il y a un truc qui est comme ça. Et la nouvelle franchise vient piocher. La franchise doit prendre un joueur par équipe. Ah, elle doit. Elle doit prendre un joueur par équipe. Et moi, à ce moment-là, quand le manager m'a appelé en me disant, écoute, on avait le choix entre toi et ce joueur-là, moi j'ai dit, je comprends. Et à ce moment-là, j'ai 32 ans. Elle a protégé un mec de 32 ans qui joue en 4ème ligne. C'est du suicide pour lui. Je le comprends. Il a protégé un jeune joueur. Et d'un autre côté, il y a moyen, je raccroche. Puis il y a mon agent qui m'appelle, il me fait t'as vu que t'es pas protégé? Il me fait t'es prêt à faire tes valises? Je fais c'est pas sûr. Il me fait tu pars à 100%. Ah ouais? Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait d'autres joueurs pas protégés dans ouais, mais à ce moment-là, moi, ça faisait 2 ans que j'étais mis comme meilleur joueur d'infériorité numérique de la Ligue. Ah, ok. J'avais le plus de minutes avec le moins de buts encaissés. Ok. Alors juste là aussi on va expliquer. Parce que là-bas c'était des stats sur tout. Ouais. En hockey sur glace, on a des cas de figure où il y a un joueur qui prend une pénalité, donc l'équipe qui a pris une pénalité joue en infériorité numérique. Donc elle joue à 4 joueurs contre 5 en face. Et donc sur ces cas de figure-là, il y a chaque équipe a une rotation spécifique sur les infériorités numériques. Exactement. Et donc comme il y a des statistiques partout, là ce que tu expliques, c'est que toi tu étais particulièrement performant sur les infériorités numériques pour ne pas prendre de but dans ces cas. C'est des joueurs spécialisés un peu, c'est des joueurs qui ont un peu un sens du jeu où tu es entre la marge de la compréhension avant le jeu ou de le tricher des fois pour pouvoir pour faire la lecture. Et puis il y a beaucoup de sacrifices parce que tu manges tellement de choses. Oui, tu te prends plein la tête. Et puis moi quand je suis arrivé là-bas, c'était un truc, c'était fait partie des trucs qui m'ont demandé est-ce que tu peux bloquer les shoots. Donc moi ça me dérangeait pas. J'ai toujours dit en NHL, je mangeais des palets pour mon salaire. Donc j'en prenais tout le temps. Bloquer des shoots, on parle de frappe à quoi 150 km/h un palais comme ça tu vas devant, tu te mets et puis tu le prends. Et tu te prépares à l'impact. Et tu as une visière jusque-là et si c'est en dessous, c'est en dessous. J'ai la barbe, mais si tu les verrais sinon. C'est vrai, mais c'est beaucoup de sacrifices. Ce que tu disais aussi tout à l'heure par rapport à tes playoffs où tu t'étais blessé sur le bassin, ça fait aussi partie de la tradition du hockey en playoff de jouer blessé. Il y a des joueurs qui ont joué avec la cheville pétée. Malgré la blessure que j'ai eue ou celle en finale avec Tampa où j'aurais jamais dû jouer. Mon genou était totalement détruit. Puis je me suis fait opérer le lendemain. Si tu me demandes de le refaire, avec les 21 matchs que j'ai joués où à la fin je pouvais plus tourner d'un côté parce que mon genou se bloquait et se débloquait, c'est fou, hein, mais je l'ai refait. Là je joue, j'ai une fracture au tibia. T'es sur la glace ce matin. Ah ouais, tu joues en ce moment avec après, c'est dans notre sport, c'est pas genre macho, c'est juste ça fait partie de ça. Donc tu t'aides l'équipe. Si tu peux jouer, tu joues. Et en play-off, il n'y a aucune équipe dans l'histoire du hockey qui a gagné une coupe sans avoir la moitié de l'équipe blessée. Ouais, c'est ça.
c'est Tellement la ils sont guerre. usés à la Tu fin, te fais c'est la tellement guerre, tuer, c'est ça. du coup, t'es blessé. Alors, si tout le monde dit que t'es blessé, ouais, il y en a, mais ces équipes-là, ils font pas les playoffs. Ouais. Et si tu as la chance d'être considéré comme un joueur qui est nécessaire pour gagner la coupe, Mhm. bah, cette mentalité, c'est comme quand toi et moi on respire, c'est pareil logique. Ouais, Donc, ça fait partie ouais. du boulot. Du coup, voilà, Vegas vient. Je pars à Vegas avec ma femme, on est un peu excité parce que moi, en tant que joueur français, tu sais, c'est pas, Oui. qu'est-ce que je fous là, quoi. Oui, parce qu'évidemment, c'est on va dire ce qu'on appelle un gros marché dans le sens où c'est une nouvelle franchise, c'est mais surtout, c'est une ville qui a une hype ouais, mais incroyable. c'est pas pour spécialement la ville, c'est plus l'opportunité d'imprimer sa façon de penser. Moi, à ce Ok. moment-là, je sais très bien que j'ai une grande gueule, je sais très bien que mais je me dis, je peux aider à former une À créer cette culture. nouvelle. Ouais. Donc c'est ça qui était super excitant dans ce sens-là, d'arriver à Vegas, tout est nouveau, tout est frais. Tu vas faire partie de cette première histoire Oui, c'est pour la vrai. vie. Ouais. Et alors, je veux surtout pas appuyer là où ça fait mal, mais tu aurais pu encore plus Ouais. écrire Mhm. cette histoire parce que vous allez en finale de la Stanley Cup, donc de la NHL, en 2018, défaite contre Washington. Ouais. Juste, j'explique Ouais, bien après sûr. parce que ensuite tu fais 2 ans Colorado Avalanche, donc Ouais. Colorado c'est Denver. Mhm. Puis 2 ans à Tampa Bay, donc au Lightning de Tampa Bay, où là tu te retrouves à nouveau en finale de Stanley Cup contre le Colorado Avalanche. Mhm. Qu'est-ce qui te reste de ça? Est-ce que toi aujourd'hui quand tu y penses, tu te dis je suis allé 2 fois en finale de Stanley Cup, ou est-ce que tu te dis j'ai perdu 2 fois en finale de J'ai Stanley perdu Cup? 2 fois. Ouais. Moi, une médaille d'argent, ça se donne. Surtout à ce Il y niveau-là. a quand même des joueurs qui vont jamais en finale de leur Je carrière, sais, je veux dire, mais le truc, en fait, c'est que c'est c'est 2 volets, en fait. Hmm. Où je me dis dans ma tête, jamais de ma vie, avant de partir à Colorado, je pensais être dans une situation où j'avais 10 équipes qui veulent me signer, et dans les 10, il y en a 8, ça peut aller en finale. Et que moi, je décide avec ma femme laquelle on pense va gagner la coupe, tu vois. Et qu'une fois que je pars de Colorado, boum, là, il y en a 12 qui viennent, et sur les 12, c'est les 8 derniers finalistes. Ok. Et là, on se dit, où est-ce qu'on va? Laquelle équipe on choisit? Ouais. Moi, je suis français. Jamais, moi, je pensais que Ça j'aurais pu pouvait avoir arriver, bien cette réflexion, ce choix. mais ça me montre aussi que tu peux pas techniquement. C'est tellement compliqué, tu peux pas te dire, oui, c'est sûr, c'est cette équipe qui a gagné. Ben non. Les 2 ans à Colorado, on avait la meilleure équipe, on a gagné le trophée président, on a tout gagné. Top Mais trophée président, c'est quoi, c'est la saison régulière? on a gagné la saison régulière, ouais. Ok. Mais à l'arrivée, on arrive en playoff, deuxième round, on s'est fait C'est sortir. souvent le problème des favoris. Ouais. Ouais, mais et à ce moment-là, on avait une équipe qui était incroyable. Hmm. Mais c'est pas comme ça que tu gagnes, c'est ça le truc. Il faut que l'équipe, il y ait un timing et tout ça. Donc, je suis, dans un sens, c'est dur de dire fier, parce que je vais être fier d'aller au JO. Ouais, bon, on va en Mais, parler. mais la NHL, pour moi, encore une fois, c'est tellement une conséquence du travail que, ouais, c'est fier, mais les gens, mais vous C'est vous quand même- rendez pas compte de ce que j'ai dû. Bah oui, C'est non, ça. mais Donc, du coup, moi, j'ai du mal à me dire, oui, bah, waouh, non, parce qu'en fait, j'ai travaillé pour ça. oui. Donc, c'est génial, hein, Ouais. mais. T'es quand même recordman français du nombre de matchs joués en NHL, saison régulière, Ouais, mais c'est playoff. juste Non, mais parce que j'ai réussi à rester en NHL, ça. ouais, bah oui, mais alors attends, justement, c'est intéressant. Nicolas Batum, Mhm. donc capitaine de l'équipe de France de basket, Ouais. enfin ancien capitaine de l'équipe Mhm. de France de basket jusqu'au dernier JO, expliquait sur une interview, alors lui, il a, je crois, plus de 15 saisons en NBA, Mhm. et il expliquait qu'en gros, la NBA, tu as 400 joueurs, tu en as 100, 150 qui sont sûrs de rester l'année Ouais. d'après, tu en as 60 qui arrivent via la draft tous les ans, avec des contrats, Mhm. contrairement à la NHL, quasiment garantis. Bien sûr. Et pour tous les autres, c'est la guerre. Et Ouais. donc, en fait, sa conclusion, c'était de dire la difficulté n'est pas tant d'arriver en NBA, la difficulté, c'est d'y rester par rapport à ça. Donc, Je suis d'accord. tu as quand même Je 10 saisons. Je suis Je veux dire, totalement d'accord, mais après, moi, je pense que maintenant, je donne ce conseil-là. Si tu es prêt à être invisible, viens pas te plaindre si tu disparais. Hum, Et moi, j'ai jamais été spécialement prêt à être invisible. ok. Moi, j'ai toujours été. Il y a un rôle à prendre, ça, c'est le rôle. C'est pas le rôle qui va me mettre dans les journaux. C'est pas le rôle qui va faire parler de moi. C'est pas le rôle qui va me faire que les gens vont dire oh, incroyable, Bellemare. Ouais, Mais c'est ce rôle-là qui est à prendre pour que l'équipe gagne. ouais, Je vais aller ouais, prendre ce rôle. ouais.
Et j'ai toujours essayé de choper un rôle, de trouver le rôle qui était à prendre. Après, c'était le même rôle partout, parce qu'après, je me suis retrouvé à être signé pour ce rôle-là. Oui, Mais... une fois que tu avais entre guillemets cette étiquette. Exactement. Mais par contre, j'ai fait en sorte de faire partie des meilleurs dans ce rôle-là, pour pouvoir rester plus longtemps. Ouais, ça c'est sûr. Mais j'ai compris ma place, et puis je me suis pas dit, ah bon, maintenant que j'ai réussi ce rôle-là, je vais aller essayer d'aller choper. Non. Moi, j'avais bien compris qu'il fallait quelqu'un dans ce rôle-là, et que même si c'était un rôle un peu ingrat, c'est nécessaire. Et puis c'est aussi, de ton point de vue, ce qui a fait que tu as pu durer Rester aussi longtemps, je pense, dans la ligue. Ouais. Ouais. Tu fais ta dernière saison au Kraken de Seattle. Ouais. 2023-2024, c'est quoi? C'est un contrat d'1 an que tu as là? Un contrat d'1 an. Mais en fait, moi, du coup, je me suis blessé à Tampa. La première année à Tampa. Ok. En février. J'aurais dû me faire opérer début mars. Sauf qu'il y a les playoffs qui arrivent. Puis on me dit, on ne sait pas combien ça va prendre. Donc quand je vais me faire opérer, quand je fais les playoffs, à ce moment-là, moi dans ma tête, pour être honnête, je me dis, on joue contre Toronto qui est en feu. Ça va durer 2 semaines, on va se faire sortir, je pense. Et puis même avec les mecs, les médicales, le médical me dit, hein, honnêtement, dans 2 semaines, tu peux te faire opérer. Sauf qu'on a battu tout le monde et ça a duré 2 mois de hockey avec l'intensité de la NHL. Les playoffs, c'est beaucoup plus dur que la saison. Hein. Les playoffs, c'est rien à voir. Et du coup, je me suis fait opérer le lendemain de la finale. Donc finale perdue, bien sûr, tout le tralala. Mais bref, moi, il fallait que je me fasse opérer. Et ça a mis un temps fou. Moi, il faut dire que dans ma carrière, j'ai eu toujours une réputation de revenir de blessure 30% du temps plus rapide. D'accord. Parce que diététiquement, je fais attention à tout. Oui. Et j'ai toujours réussi. Mais cette fois-ci, non. Alors là, tu as le problème de... Tu as 38 ans. C'est ce que j'allais dire. Tu as l'âge aussi qui commence à jouer. Et moi, j'ai toujours dit... Non, j'ai toujours réussi à faire défaut à ce dicton-là parce que j'ai toujours fait... j'ai toujours agi et mangé d'une façon qui fait que mon corps est plus jeune, en fait. Sauf que là, ça prend du temps. Et je ne pourrais pas l'expliquer pourquoi. Peut-être l'âge, mais ça prend un temps fou. Et quand je reviens au début de l'année, j'ai le genou qui a recréé le problème que j'avais au pubis, en fait, 10 ans auparavant. Et là, c'est un peu inquiétant parce qu'on ne sait pas trop comment gérer. Et à ce moment-là, moi, le médecin me dit, écoute, c'est fini, c'est ta dernière année. Tu ne pourras même pas finir l'année. Et là, j'ai un expert qui vient me voir, kiné, ostéopathe, qui me dit, non, c'est de la connerie. Il faut qu'on change ta façon de manger. Donc moi, je fais déjà attention et c'est là où il m'a fait enlever le sucre et tout ça. J'ai fait un régime de 30 jours ignoble où c'était vraiment pas marrant. Sauf que quand j'ai recommencé... Sachant que tu partais déjà de loin, c'est ça. Et quand j'ai recommencé les aliments, je me suis rendu compte en fait lesquels m'inflammaient et lesquels ne m'inflammaient pas. Et en fait, j'ai réussi à faire tout descendre, tout ce qui était inflammation dans mon corps. Et mon genou a réussi à se réparer, alors qu'à mon âge, c'est devenu impossible. Et en fait, quand je suis arrivé... j'ai fait toute l'année, j'aurais jamais dû jouer avant décembre, mais à ce moment-là, c'est difficile parce que j'ai 37 ans, je crois. On me dit, si je joue pas, ça va être, il est vieux. Parce qu'en fait, ils s'en foutent que moi, je me sois blessé parce que c'était pour l'équipe. Non, c'est du business. Il fait que 40 matchs. S'il y a un mec de 25 ans qui fait 40 matchs, lui, il s'est blessé. Si c'est le mec de 35 qui fait 40 matchs, c'est l'âge. C'est tellement injuste, mais c'est comme ça. Et du coup, je fais la saison, mais je suis pas bon. Jusqu'à décembre, je suis vraiment pas très bon. Et puis en décembre, je commence à mieux jouer. Mais du coup, je me suis pas fait une bonne publicité. Et arrivé au 1er juillet, qui est le moment des agents libres, où là, tous ceux qui n'ont pas de contrat peuvent se faire signer. Moi, il y a, je pense, c'est 6 équipes qui sont prêts à me signer. Elles sont toutes elles ont toutes peur de mon genou. En NHL, même si moi j'avais caché, tout le monde était au courant qu'il y avait un problème. Tout le monde a vu, ils patinent pas de la même façon. Donc ces 6 équipes-là ont dit, nous, comment va son genou? Puis mon agent, il leur dit, non, mais ça va beaucoup mieux, il n'y a plus de problème. J'avais réussi à tout réparer. Sauf que les équipes-là, elles ont eu peur et elles, toutes, après, ça a été, on a signé quelqu'un d'autre. Et puis tu as Seattle qui, eux, ils avaient besoin d'un joueur qui était soi-disant, un joueur qui était bon en zone défensive, bon à 4 contre 5, quelqu'un de défensif, parce qu'avant, l'année d'avant, ils étaient allés en play-off, ce qui était incroyable pour leur équipe, qui était nouvelle aussi. Et puis leur quatrième ligne, ils ne pouvaient pas les faire jouer, parce qu'ils n'étaient pas bons défensivement. Donc moi, ils m'ont dit, écoute, on a un projet pour toi, et moi, j'avais toujours dit à ma femme, je ne veux pas aller dans une équipe qui ne fait pas les play-offs
Oui. Parce qu'en fait, moi, dans mon rôle, playoffs, en tout cas, ouais. moi, dans mon rôle, je bloque des shoots, je gagne des face-offs, Oui, c'est pas des engagements. Moi, sur un match 2 contre 1 qu'on gagne, ben là, tu vas te dire, ah, Bellemare, il a fait un travail incroyable. Si on perd 7-1, moi, les 5 shoots que j'ai bloqués, on va en avoir rien à cirer. Je comprends, ouais. Et du coup, j'avais toujours à ma femme, c'est dangereux d'aller dans une équipe comme ça. Mais j'ai pas eu d'autres offres, techniquement, où il y avait des offres où c'était, on va attendre. Puis moi, j'avais pas envie d'attendre. J'ai les enfants, il faut que je trouve la maison, il faut que je trouve l'école, le pédiatre, tout ça. Donc j'ai dit à ma femme, écoute, on part avec Colorado, avec les Kraken. Et puis en fait, c'était pas du tout un bon choix parce que après 12 matchs, c'est exactement ce que je m'attendais. Et les premières lignes ne faisaient pas le travail, et puis ils ont commencé à dire la quatrième ligne, on a besoin que vous marquiez des buts. Ce qui n'est pas votre rôle. Non, on jouait 3 minutes, c'était impossible. Moi. Et du coup, j'ai fait une année comme ça, et arrivé à novembre, j'ai explosé. En faisant notre ligne, c'était une des meilleures de l'équipe. Okay. Et on a gagné les matchs qu'il fallait gagner grâce à notre ligne, ce qui était incroyable, parce qu'en quatrième ligne, tu fais pas ça généralement. Et 5 matchs plus tard, je bloque un one-timer et je me casse la jambe. Donc le one-timer, c'est une reprise de volée. C'est une reprise de volée, ouais. Okay. C'est le shoot le plus fort. Okay. Et à ce moment-là, je me rappelle mon agent qui me dit « le timing il est pas bon ». Et donc là, je perds 10 semaines. Ok. Et quand je reviens... C'est pas énorme, dans l'absolu. Techniquement, c'est pas énorme, mais moi, c'était... Encore une fois, ça n'a rien à voir avec moi, c'est mon âge. 10 semaines fait que je joue... Et puis t'es dans un contrat d'1 an, quoi. Donc, ouais. Et puis après, la vérité, c'est que j'avais pas bien joué. Jusqu'à novembre, j'étais pas bon. Donc ça, c'est de ma faute. C'est pas de la faute de personne, c'est moi. Mi-novembre, j'ai commencé à faire ça, mais avant ça, j'étais pas bon. L'équipe était pas bonne, mais moi, j'étais encore pire. Okay. Donc, Et puis quand je suis revenu, j'ai réussi à performer tout de suite. Mais en fait, ça a pris 5 matchs après mon retour. Et puis après, on n'était plus dans les playoffs. Et en fait, les équipes qui sont plus dans les playoffs, très très tôt, ou qui sont pas bonnes, on va dire. Généralement, elles font venir les jeunes, et puis à la fin, ils enlèvent des joueurs réguliers pour faire donner de l'expérience à leurs jeunes, ce qui est totalement quelque chose que je connaissais, mais j'ai jamais eu le problème, j'ai jamais eu le problème avec ça. Sauf que là, cette année-là, ça a été, Bellemare, on va t'enlever, on va faire jouer. Et je le dis pas de façon négative. Non. C'était vraiment je sais que ça allait. C'est cohérent. C'est cohérent, voilà. Ouais. Et puis je suis parti de Seattle. Et à ce moment-là, avec ma femme, je lui dis, on va voir ce qui va se passer. Et puis mon agent, je pense un mois avant le 1er juillet, m'a appelé en me disant, écoute, j'ai Colorado qui nous a déjà dit qu'eux, ils allaient te prendre en tant que contrat d'essai si tu veux. Okay. Mais ils avaient 0 place pour toi. D'accord. Puis il y a 2-3 autres équipes qui sont prêtes aussi à le faire. Et j'étais déjà allé à Colorado. Et je lui dis, il n'y a aucune équipe qui est prête à me signer. Il fait non, honnêtement, tu as joué 40 matchs. Tout le monde se dit que tu es blessé, que c'est à cause de ton âge. Et puis... Oui, c'est un vrai risque. Si tu te mets du point de vue de la franchise, c'est un vrai risque. S'ils vont me prendre pour 1 million, c'est ça. Dans une année où sachant tout le monde en tant que Covid, c'est compliqué, parce que les caps sont vraiment serrés. Du coup, là, tu vas prendre un mec, et puis lui, il va te prendre de la place dans ta masse salariale. Sachant qu'il y a évidemment une concurrence qui est énorme. Bien sûr. Et puis, encore une fois, moi, je n'avais pas joué de septembre du camp d'entraînement à mi-novembre. Je ne me suis pas fait de la bonne pub, j'étais pas bon. Donc, ça me surprend pas non plus que j'ai pas les 10 équipes comme après Colorado, où là, j'avais fait 2 ans incroyables. C'est aussi logique, moi. Bien sûr. C'est comme ça que j'ai pris la place d'autres joueurs. Donc, c'est normal que ça m'arrive. Mais du coup, je me suis retrouvé à partir en contrat d'essai. J'ai pris le contrat d'essai à Colorado. En me disant au départ, non, ils n'ont pas la place. J'avais vu leur masse salariale, j'avais vu tout, il n'y a pas la place. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'avais fait 2 ans avec eux, puis j'étais un joueur important. J'avais eu l'A sur le maillot. Dès qu'il y a un des 3 qui ne les avait pas, c'est moi qui l'avais. Donc j'avais une certaine position avec eux. Puis en arrivant là-bas, pendant le camp d'entraînement, moi j'ai eu tellement de retours un peu positifs, j'aurais pas dû écouter, mais tellement de retours en disant waouh, physiquement, il a fait mieux que tous ses tests à l'époque. D'accord. Tu le vois quand il bouge, il patine, tout. Et puis j'avais les meetings avec les coachs avant les meetings, où on me demandait de venir pour parler du 4 contre 5, parce qu'ils voulaient changer, me parler, savoir. Puis le match le soir en préparation, c'était j'ai parlé avec Bellemare, on va faire ça à la place. Moi, ça m'a donné un peu une certaine confiance. Bien sûr, il compte sur moi. Ouais.
Puis ils m'ont laissé repartir un jour avant la date. Ok. Du coup, c'était pas comme un choc parce que je savais Ça que pouvait arriver. ça pouvait arriver. Mais honnêtement, j'étais frustré parce que je me suis dit, j'ai joué 4 des 5 matchs avec le A sur le maillot en me disant, bon, ben, c'est reparti. Ouais. Mais en fait, après, en toute honnêteté, moi, j'ai pris ma voiture, j'ai fait 19 heures de route, j'étais tellement en colère. J'ai appelé tous mes potes français parce que j'avais besoin de parler. Mais c'est vrai qu'en toute honnêteté, moi, si moi je suis manager, aller prendre un mec de 39 ans qui a été blessé, qui va au mieux me donner de l'éducation à mes jeunes, parce que c'est ça, Oui, hein, un peu d'accord. mentor, un peu. Ouais. Ouais. Mais par contre, au niveau points, il ne va pas me donner des points spécialement. Donc je peux trouver ça. Mais surtout, c'est pas ça, c'est qu'il faut que je sorte deux des joueurs que j'ai, avec qui j'ai leurs droits jusqu'à 28 ans. Ok. Alors que lui, je l'ai pour les 6 prochains mois, techniquement. Ouais, si Ouais, c'est moi le manager, ouais, je te signe pas. Hein. c'est cohérent là. Encore. Donc du coup, encore une fois, je me dis, et ça m'a peut-être aidé à passer ça. Bon, il y a eu un petit moment de période un peu bizarre, parce qu'à ce moment-là, moi je repars à Seattle, parce que ma famille était là-bas, pour l'école. Et puis, j'ai pas d'équipe, mais il y a 2 équipes qui disent à mon agent, écoute, nous, on est vraiment intéressés pour signer en décembre. Donc là, moi, je me dis, il faut que je reparte jusqu'en décembre, il faut que je fasse... Puis moi, mes étés, ils sont pas marrants du tout. Donc, je voulais pas repartir en mode été. D'accord. Et entre-temps, il y a les ouragans qui touchent notre propriété à Tampa. Ok. Du coup, là, avec la famille, on part tous à Tampa. Puis arrivé à Tampa, moi, je fais, je crois, 2 semaines ou 3 semaines avec un entraîneur skills, tout ça, sur la glace. Puis j'en peux plus. Je me relève comme l'été à 6 heures pour aller faire mes entraînements. Et puis mes enfants, ils sont pas à l'école. Moi, la situation familiale, elle me plaît pas. D'un point de vue personnel, ça devient être un peu égoïste de se dire on va réessayer, on va réessayer. Ouais. Et puis j'ai dit à mon agent, on peut ouvrir le marché suisse, le marché européen. Ok. Puis là, j'ai été assez choqué du Nombre de sollicitations. nombre de sollicitations. Ouais. Je m'attendais pas du tout à ça. Mais en fait, à ce moment-là, avec ma femme, le choix, c'était vraiment très simple. C'était est-ce qu'on repart en Suède ou est-ce qu'on essaye la Suisse? Vu qu'on a toute notre carrière, on a dit la Suisse, c'est incroyable. Gros championnat en Suisse. Ouais, puis c'est surtout génial au niveau vie familiale. Oui. Vie familiale, ça va être génial. Bien sûr. Après la NHL, ou 10 ans où moi je suis absent 100 jours par année, par saison, 180 jours la saison, je suis absent 100 jours. D'accord. Donc pour la famille, c'est pas non plus idéal. Ouais. Et puis tu avais eu Ajoie avec le préparateur de l'équipe de France, le chef matériel de l'équipe de France, qui lui était venu me voir pendant le mondial avant. Il me dit, tu sais, nous, à Ajoie, si tu viens, moi, on a besoin de toi. Moi. Puis à ce moment-là, il y a les autres équipes françaises qui parlent français. Parce qu'avec ma femme, en fait, on a eu beaucoup d'offres des équipes allemandes qui parlent allemand, on va dire, mais qui allaient jusqu'à la coupe. Hein. Mais nous, on ne voulait pas rajouter une langue à nos enfants, parce qu'ils ont déjà l'anglais, le suédois et le français. Donc on s'est dit, ça serait bien qu'on aille dans un endroit où c'est français, comme ça ils sont à l'école française, et puis gratuitement, ils apprennent le français. Quoi. Bien sûr. Et puis à Joie, c'est devenu, en fait, pourquoi pas. Donc c'est ou chez l'FTO ou à Joie. Ok. Et puis j'ai décidé à Joie pour la famille. Et puis après quelques semaines, on s'est dit, ça va être dur de repartir chez l'FTO. Parce que la vie, elle est tellement facile. Alors, Ajoie, je précise, donc Ajoie, c'est club sud, donc premier niveau suisse. C'est le petit poussé du club suisse. Donc c'est la ville de Port-Entruy, dans le Jura suisse, c'est moins de 7000 habitants. Tout petit. Donc c'est, sans manquer de respect, c'est presque une anomalie d'avoir ce club-là au premier niveau suisse, qui pour le coup est un des plus gros championnats européens. Ouais. Donc ça, c'est effectivement de passer... Avec une ferveur pour le hockey incroyable. Incroyable. Mais donc du coup, tu reviens dans un hockey un peu campagne. Ouais, mais moi, en fait, ce que les gens pensent en disant, il a joué 10 ans à NHL, tout ça. Moi, malgré mes 10 années en NHL, mes 8 années en Suède, j'ai toujours les petites sœurs qui travaillent dur, ma grande sœur, mon frère qui galèrent. On a perdu notre maman il y a 2 ans de ça, mais c'était les problèmes financiers à la fin des mois. Donc, ma mentalité, elle n'a pas spécialement changé, malgré le fait que... Oui, tu t'es pas mis moi, c'est pas, par rapport à ça. C'était pas genre, il faut que j'arrive et que je joue à Paris. Non. Moi, la petite ville, tu t'en fous, en fait. Non, la petite ville, ça veut dire que j'ai plus de temps avec ma famille. Donc moi, ça a été le truc qui m'a vraiment intéressé. Moi, je vais pouvoir voir toutes les activités de mes enfants.
je vais pouvoir être papa. Parce que moi, à la NHL, moi, je me posais des questions. Hein. Moi, j'ai fini à 39 ans à la NHL. À ce moment-là, moi, t'es jamais à la maison, c'est pas facile pour ta femme. Bien sûr, bien sûr. Donc, moi, ça a été C'est comme cette qualité de vie-là qui a ça a été comme un mal pour un bien, où quand on est arrivé en Suisse, moi, j'étais à la maison tous les soirs. Mmh. J'allais faire les courses, Mais je faisais la cuisine. ça m'a marqué l'autre fois, justement, quand je t'ai eu au téléphone. Tu me dis, bon, je fais les cours, je m'occupe des enfants, je te rappelle après. Ouais. Je me suis dit, ouais, bon, donc on est, entre guillemets, on est dans la vraie vie, tu vois. Ouais, Donc, en fait, donc non, moi, je suis pas. Depuis que je suis arrivé en Suède, ma mentalité, elle est partie de plus en plus dans le sens suédois. Et du coup, ouais, plutôt c'est un peu nature, plus plutôt pragmatique, c'est simple. un peu moins sur le matériel, c'est un peu plus sur. Moi, je veux vivre et pas survivre. Dans un Ouais, je sens où je comprends. veux prendre le temps d'apprécier les moments. Et du coup, d'être dans une petite ville, comparément aux joueurs qui n'ont pas d'enfants ou qui disent ouais, il n'y a rien à faire. Ben moi, je fais ouais, mais ça veut dire que je peux être le dimanche avec mes enfants à faire du dessin ou à jouer avec les jeux de famille, comme moi j'ai eu dans mon enfance parce qu'on n'avait pas les moyens de faire autre chose. Mmh, mmh. Donc ça se retrouve un peu. Pour revenir vite fait sur Ajoie, je t'ai entendu dans une interview expliquer, alors je le dis avec mes mots, mais en gros expliquer, j'ai accepté aussi ce contrat-là parce que je réapprenais un nouveau rôle Ouais, quelque part, ouais. donc qui n'était plus celui pour lequel Non, tu avais été appelé en exactement. NHL, mais de revenir sur un rôle, alors, Offensif. toujours dans de ce fil rouge de s'adapter pour Ouais, performer au maximum. Et donc là, à nouveau, un rôle ouais, offensif, ce que tu avais peut-être avant la NHL, c'est ça? exactement. Ouais, c'est Ok. exactement ça. En fait, je savais qu'en revenant à Joie, qui est une petite équipe, tout ça, ben, moi, il fallait que je me pousse bien plus. Il fallait que ce soit contraignant pour moi, que ce soit pas satisfaisant, Mm, mm. ou que je sois pas confortable. Parce qu'il fallait que je m'entraîne plus pour pouvoir performer, pour aider cette petite équipe à se sortir de là en montrant une culture qui n'avait pas spécialement été montrée peut-être totalement par d'autres joueurs. Donc je me suis dit, je vais venir, je vais avoir un rôle, je vais avoir les yeux sur moi. Et Mm. du coup, il faut que moi aussi, il faut que je performe. Oui, oui, bien sûr. Ce que je fais pas en Tu ce sois à la moment depuis le hauteur. début de l'année. Donc Ok, c'est bien ok. que je le dise, comme ça au moins ça va me permettre à moi de me D'accord. sortir de ça. Ok, ok. Mais oui, c'était vraiment le challenge, c'est de revenir et de réapprendre à jouer offensivement. Parce que pendant 10 ans, moi si je mettais un but, c'était bonus. Hein. Oui, oui, oui. J'ai fini avec des saisons à 20 points, ce qui était très très bien. Entre 14 et 20, c'est très bien pour une quatrième ligne. Ouais, sachant Même que sur 70-80 matchs par ouais, saison, à peu près un point, c'est un but ou une passe décisive, c'est un exactement, point. Ok, exactement. sur glace. Donc, mais là, je suis revenu dans un endroit où je dois marquer un point. Techniquement, la vérité, c'est que je devrais en marquer un tous les matchs. Ok. Et c'est pas. Donc, l'année dernière, je pense, que j'étais quasiment à ça, pas loin de Ouais, ouais, ça. ouais. Là, cette année, il va falloir que je me réveille. Ok. Bon, on va suivre ça. L'actu, c'est la préparation aux Jeux Mhm. Olympiques et les Jeux Olympiques donc, qui arrivent Mhm. février prochain. Alors, j'ai pas réussi à trouver l'info de façon certaine. C'est la première fois depuis 92 et l'équipe de Ouais, Boson-Barin que ouais. l'équipe de En France est fait, aux JO, c'est ça? ça s'est arrêté en 2002, en 2006, pardon, le JO de Turin. Ouais. À partir de. On était encore en 2002, je crois. Ah, d'accord, voilà. Donc, 2002, c'est ça. Donc, il y avait les pardon, trails qui étaient, mais donc là, Yorick, je je me suis pense. trompé, là. Ok. Mais en 2000, à l'après ce JO-là, le comité olympique a décidé de, faire une compétition un peu plus compétitive, Ok. parce qu'il n'y avait pas assez de monde qui venait voir les matchs Ok, ok. entre le 13 et le 16, en Ok, gros. donc moins d'équipes. Moins d'équipes, de descendre de 16 à 12. Ouais. Et aussi de rajouter le groupe féminin. Ouais, 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 ouais. Et du coup, nous, la France, on a toujours été un peu entre la 13 et 14e place. Mhm. C'est devenu que pour aller au JO, il faut réussir à battre des équipes qui sont Sur le techniquement papier, pas à notre meilleur. niveau. Ouais, Elles sont ouais. meilleures que nous. Et à chaque qualif olympique, moi j'en ai fait 6, on est ou à un but, où on commence mal contre une équipe qui n'est pas à notre niveau, où on est meilleur, et ça nous tire une balle dans le pied. Et techniquement, là, la dernière qualif olympique, on fait les 2 premiers matchs incroyables contre les équipes qui sont moins fortes, Mhm. ce qu'on n'a jamais réussi à faire. Ok. Et on arrive en finale, et Contre la Lettonie, je contre la crois. Lettonie, encore une fois, Ouais. et on ne se présente pas, on ne joue pas de la bonne façon. Mais le fait de pas perdre avec un gros score contre la Lettonie, et surtout d'avoir fait les très très bons deux premiers matchs, en fait, il y avait le contingent de le meilleur deuxième de toutes les équipes, en fait, se retrouve à peut-être aller au JO si la Mhm. Russie était sortie à Ok. cause de la guerre.
cause de trucs Ouais, géopolitiques. tout à fait, ouais. Et comparément aux autres années où on n'a jamais fini deuxième, cette année-là, grâce à nos 2 premiers matchs, on a fini deuxième. Le meilleur deuxième. Meilleur deuxième. Ouais. Donc vous avez dû attendre un certain temps. On a dû attendre jusqu'en mai de cette année, alors que la qualif c'était en août, pour qu'on soit annoncé. D'accord. Parce qu'en fait, il y a eu aussi un problème au niveau du comité olympique. C'est une décision qui est quand même difficile. Hein. Non, bien sûr. Est-ce qu'on sanctionne les athlètes, les sportifs, pour ce que leur pays. Moi, c'est donc bon. Ça, c'est pas moi qui décide. Non, bien sûr. Moi, pendant un moment, j'avais du mal à l'accepter en me disant on y va par forfait. Mais en fait, il y avait avant le tournoi, c'était marqué le meilleur deuxième a une chance d'y aller. On a fini meilleur deuxième. Voilà, il fallait aussi finir meilleur dans ma tête, deuxième, c'est totalement accepté. Et donc, du coup, comment tu accueilles cette nouvelle-là? Parce que j'imagine, si tu l'as dit, ainsi campagne olympique infructueuse. J'imagine que c'était. Tu disais aussi quand tu étais enfant, c'était ça qui te. Moi, c'est le. Je sais, mais les mots, il n'y en a pas un qui va réussir à décrire vraiment comment je me sens, à quel point je suis. Moi, c'est surtout quand on est arrivé à Géant, c'est le regroupement en fait avec tous les athlètes d'hiver. Olympique d'hiver, en fait, on se regroupe pour avoir toutes les réunions, tout ça, où je ne savais pas à quoi m'attendre. Puis c'était le meilleur regroupement que j'ai fait de ma carrière. Et c'est surtout, tu mets les photos avec la dotation. Là, juste d'en parler, j'ai la chair de poule. J'ai un respect pour les anneaux, j'ai un respect pour les couleurs de mon pays. J'ai les seuls mondiaux que j'ai pas fait pendant ma carrière, c'était ceux où j'étais blessé. Donc là, je vais pas faire net parce que j'ai dit je m'arrêtais, donc j'arrête ma carrière. Mais tu l'as annoncé ça? Ouais. Tu arrêtes ta carrière à la fin de la saison? À la fin de la saison. À la fin. Je voulais te demander juste après les JO, à la fin de la saison avec elle, c'est fini. Donc c'était vraiment ça qui faisait. Si il n'y avait pas eu les JO, je ne serais pas là. Je ne serais pas assis là dans la chaise. Moi, ça fait 2 ans que. C'est marrant parce qu'on s'est croisés, nos enfants respectifs faisaient un tournoi en Suisse. Et on s'est croisés, on avait un petit peu discuté, et tu ne le disais pas, mais ça se ressentait en réalité que, en gros, j'attends avec impatience ta décision des JO, et si on sentait que la suite de ta carrière était conditionnée à ça, même si tu ne le disais pas de façon si claire. C'est même pas juste pour, encore une fois, c'est pas là juste pour ma carrière. C'est ce que j'explique des fois aux joueurs parce qu'ils ont du mal à comprendre parce que physiquement j'ai l'air bien, j'arrive à performer puis à aider l'équipe, du coup tu dis tu peux encore faire 2-3 ans, c'est pas monétaire parce que si je veux continuer je pourrais continuer et puis je pourrais être bien payé, c'est pas ça, moi ça fait 16 ans que je suis avec ma femme et sur les 12 dernières années, tous les 2 ans il faut qu'on déménage tout, il faut que les enfants, mon fils qui va avoir 8 ans, à chaque fois il faut le déménager, leur dire mais ça, il faut tout donner parce qu'on n'a pas assez de place pour le ramener avec nous. Je suis un peu envieux des fois de personnes qui sont dans la même maison depuis 5-6 ans, qui peuvent s'établir. Alors que nous, on est tout le temps, c'est un peu nomade. Ouais, je comprends. Alors j'ai une idée, une suggestion pour toi. Tu peux rester à Port-Montreux, venir jouer à Épinal, on t'accueille à bras ouverts. J'ai 10 ans de plus. Alors si tu veux, la D1, c'est en D1, mais... mais je les ai vus s'entraîner ce matin, ils bougent bien. Ah oui, non mais bien sûr, là, ça joue super, mais évidemment je plaisante, mais ce serait pas... ça me permet d'arriver sur ma question suivante. Donc vous faites le stage de préparation à Épinal, on va parler un petit peu du coin aussi. Tu connais un peu la ferveur qui est autour du hockey ici? Moi ça fait longtemps, moi je crois le dernier j'avais 20 ans. Que t'es venu ici, c'était il y a 20 ans, le dernier match que j'ai fait ici je crois dans une coupe. Je crois. Puis c'était une patinoire où elle était aussi large que longue. Oui, gigantesque. Elle est toujours grande, mais ça n'a rien à voir maintenant. Ça a changé. C'est plus reconnaissable. Maintenant c'est une belle patinoire. Et puis de ce que j'ai compris, c'est ce que tous les joueurs de là m'ont dit, parce que moi du coup ça fait 20 ans que j'ai fait ce qu'on... Et ils me disent mais tu vas voir, ça va être n'importe quoi. Ça crie là, il y a un engouement énorme. Pour te donner une idée, on est là, les Wildcats, l'équipe d'Épinal faisait son 70e match à guichet fermé la dernière fois. Il y a 2500 personnes à chaque match. Je pense que tu rajoutes 1000, tu as 3500. C'est ce que j'ai pu comprendre. C'est vraiment le vrai sport, le sport localement, c'est le hockey ici, et je pense que... C'est bien, les gens, les supporters le font bien parce que même les joueurs de l'équipe de France sont tous au courant. Oui, c'est ça. Ils sont tous, c'est la première chose qu'ils disent. C'est ça. Tu viens ici, tu vas voir, il va y avoir du monde. Et je pense que c'est pas pour rien que l'équipe de France vient faire ce stage de préparation. Moi, je suis content, c'est la première fois
en 24 ans de carrière que j'ai juste pris la voiture, j'ai fait 1 heure et demie de route Ouais, et c'est puis ça, boum, en plus, je suis arrivé. C'est génial. et Normalement, puis c'est je des pense voyages de que pêche. Donc c'est génial. et je pense que les gens ici sont ravis de vous Ouais, recevoir, au niveau enfin, d'avoir l'équipe de France ici sur 3 matchs, c'est vraiment ouais. top. Et c'est votre seule fenêtre, pré-olympique en France, donc Techniquement, ouais, on est ouais. d'autant plus. Parce que l'autre, ça c'est un tournoi quand même, on a le Danemark et la Norvège, c'est quand même deux nations qui sont au-dessus de nous. Mhm. La Hongrie, c'est censé être en dessous de nous Ok, techniquement. ok. Mais pour mettre en place, parce que là, faut pas se mentir, c'est ça qui est des fois dur à expliquer aux gens. Tu vois, au JO, nous, la France, le fait d'être au JO, c'est déjà une médaille d'or, Ouais, hein. ouais, ouais. Non, mais je Des fois, comprends. parce qu'en France, ils se disent, ah, bah, c'est l'équipe de France, du coup, ils nous comparent tout de suite avec l'équipe de France de foot. Oui, Ou oui, oui, Non, non, oui. non, non, Ouais. on est vraiment On est, beaucoup plus petit au niveau du c'est rang ça. mondial. Et d'être Mais dans les 12 ouais, meilleures nations au monde. c'est incroyable. Mais à l'arrivée, euh, ça va être 3 matchs qui vont être, les 3 premiers vont être très très difficiles. Bon, les 4 vont être difficiles. Mais les 3 premiers, c'est Suisse, Tchèque, Canada. Tu as le gagnant de l'année dernière, le double finaliste, et puis le Canada, on va même pas commencer à en parler. Du Ça, c'est coup, votre groupe c'est notre au groupe, ouais. JO. Ouais. Ok. Et du coup, ça va pas être des matchs où nous, on va porter le palais tout le temps. Hmm. Donc, Vous allez jouer avec vos armes. donc en décembre, par exemple, le tournoi de décembre, où on va être, je sais même plus où c'est, et ça va être 3 équipes qui vont être moins fortes que nous, bah, ça va pas nous permettre, nous, de jouer notre système comme on va le jouer au JO. Donc là, c'est Ouais. vraiment l'équipe qui est mise en place là, c'est avec les joueurs il manque des joueurs qui avaient des blessures, qui n'ont pas été laissés partir, mais ça, c'est vraiment, on va essayer de jouer de la façon où Ouais, ça va être ouais. assez défensif, il faut qu'on soit Bien sûr, parce sûr, que bien quand on va sûr. jouer contre les deux équipes, ça va aller dans tous les sens. Ok. Bah écoute, je te souhaite en tout cas de vivre les JO que tu rêves. Et Ouais, c'est merci. chouette, c'est chouette de te voir, Merci, merci. terminer ta carrière. C'est quand même, c'est une belle porte de sortie en tout cas de Ouais, finir ouais, là-dessus ouais, ouais, ça sur va quelque être. chose que tu n'as jamais vécu. Ouais, ouais. C'est top. Et encore une fois, merci vraiment d'avoir pris De le rien, temps. de rien. C'était vraiment top de ta part. Encore une fois, ta volonté de respecter ton engagement fait que tu es venu aujourd'hui et dans un agenda hyper chargé. C'est vraiment super. Ouais, Merci beaucoup. encore une fois, avec grand Merci plaisir. beaucoup, Merci de m'avoir Cyrano. reçu. Merci. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à toute l'équipe qui travaille sur le projet. Si l'émission vous a plu, abonnez-vous et à très bientôt pour un nouveau numéro.